Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir organiser cet après-midi en partenariat entre le CNFPT et les centres de gestion du Limousin, et tout particulièrement avec le centre de gestion de la Creuse. Cette séance qui est consacrée au plan de reprise d'activité. Si j'osais, je dirais enfin un sujet optimiste. Parce qu'on a eu quand même dans la période, avec ces rendez-vous de l'actualité territoriale, à traiter beaucoup de sujets assez lourds. Écoutez, en ce moment même, si j'ose dire, sur une autre chaîne, enfin exactement dans une autre réunion sur Jitsi, il y a un groupe qui réfléchit avec l'Office international de l'eau sur les problématiques de Covid et de d'eau usée, de boue, d'épuration, etc. Vous voyez, on a, au travers de ces rendez-vous, proposé des sujets qui couvrent de très larges pans de l'activité locale, donc des métiers différents, etc. Et on est très heureux de le faire, parce que pour nous, c'est un moyen d'essayer de restaurer des liens qui sont mis à mal dans la période, bien sûr, qui ont été vraiment difficiles dans la période de confinement, mais même encore maintenant, des liens, des réseaux professionnels qui ont du mal à fonctionner dans ces circonstances si particulières. Donc, avec ces rendez-vous de l'actualité territoriale, eh bien, on essaie de faire ça. On est très content de le faire en partenariat avec les centres de gestion pour tout ce qui concerne, je dirais, aujourd'hui, c'est la prévention, mais plus largement les ressources humaines. On a eu d'autres sessions sur ce sujet, enfin sur d'autres sujets concernant les ressources humaines, avec les centres de gestion également. Donc voilà, on est très heureux de faire ça et on est très heureux d'accueillir l'ensemble des collègues. Un groupe bien fourni cet après-midi, donc il faudra sans doute que tout le monde essaie de respecter quelques petites consignes de discipline pour les prises de parole, etc. Mais notre expérience, depuis maintenant 3 semaines qu'on anime ces sessions, c'est que ça peut fonctionner très très bien. Et permettre à chacun aussi de s'exprimer, de participer, d'échanger son expérience, de poser des questions, bref, tout ce qu'on souhaite. Voilà, je vous souhaite une belle session de travail. Je remercie encore les collègues du CDG23 vraiment de leur soutien, de leur implication. D'ailleurs, c'est particulièrement vrai aujourd'hui, mais c'était déjà vrai au cours des séances précédentes auxquelles ils ont pu participer. Et je passe tout de suite la parole à Florence, qui va peut-être rappeler quelques consignes quant à la bonne utilisation de Jitsi. Merci beaucoup, Monsieur Gévaudan. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis Florence Ricol, conseillère formation à la délégation du Limousin. Donc, je vais vous donner quelques petites consignes techniques. Certains sont peut-être déjà venus sur des rendez-vous précédents et commencent à connaître l'outil qui n'est pas très compliqué, mais d'autres ne le connaissent peut-être pas encore. Donc, je redonne les consignes, voilà, les quelques consignes. Donc, nous sommes 25 personnes à être connectées en même temps sur l'outil. En haut à droite, vous avez votre vignette vidéo à vous. Si vous avez mis la caméra en route et si vous avez une caméra, vous vous voyez en haut à droite. Sinon, c'est votre vignette. Donc, pour vous voir, hein, si vous n'avez pas actionné votre caméra, elle se trouve à droite du téléphone rouge qui se trouve en bas de votre écran. Voilà, si vous voulez vous mettre en formule démarrer la caméra, mais vous pouvez aussi très bien ne pas démarrer votre caméra, c'est au choix. Donc, ce qui est important en tout cas, c'est que sur votre vignette, vous puissiez vous identifier de façon claire en cliquant dessus, en indiquant prénom, nom et collectivité. C'est important à 2 titres parce qu'en fait, ça va nous servir pour faire les attestations de présence et ça va aussi nous servir pour la prise de parole dans le chat que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc je vois qu'il y a quelques personnes, la majorité l'a fait, mais quelques personnes ne l'ont pas encore fait. Je les invite à le faire. Et celles qui l'ont fait avec juste une lettre ou quelque chose d'imprécis, si vous pouvez le compléter de manière à ce que nous ayons toutes les informations. Donc, vous pouvez vous visualiser l'ensemble des participants. Donc, quand vous allez au-dessus de votre écran, vous voyez, il y a le code que vous avez renseigné pour rentrer dans cette salle. Et à côté, vous avez 25. Si vous cliquez sur le 25, vous avez l'ensemble des participants connectés. Il y a un ascenseur qui est représenté par une barre noire sur le côté. Vous pouvez le faire descendre.
et voir toutes les personnes qui se sont connectées et identifiées. Hein. Lorsque l'on voit Fellow Jitser, ça c'est quelqu'un qui n'a pas encore renseigné son nom sur sa vignette, donc je l'invite à le faire de manière à ce qu'il soit bien identifié. Je vois qu'il y a 2 personnes qui, a priori, ne l'ont pas encore fait. Voilà, comme ça, vous avez une vision globale des collègues qui sont actuellement avec nous. Autre information, là, nous sommes 25, c'est un peu nombreux parce qu'on ne voit pas tout le monde à l'écran, mais vous avez en bas à droite les 4 petits carrés qui forment eux-mêmes un carré. Vous pouvez cliquer dessus et vous verrez que ça donne une vision en mosaïque. Alors là, on peut aller normalement 3, 4, 5, on peut aller jusqu'à 25. Donc, a priori, on pourrait tous se voir, même si on est très petit. Mais si vous utilisez l'outil sur d'autres, voilà, pour d'autres usages où vous êtes moins nombreux, ça peut être pratique de se voir tous ensemble. Ensuite, donc, alors là, on est passé, voilà, sur les collègues. Je vais me remettre en plein écran. Donc, ce que je voulais vous montrer, donc, sur la prise de parole, pour le moment, vous avez tous votre micro qui est coupé, c'est normal. C'est parce que lorsqu'une personne prend la parole, c'est mieux que les autres micros soient coupés, sinon il y a des effets Larsen et on s'entend moins bien. Donc, moi, quand je vais m'arrêter de prendre la parole et que je vais la donner, je vais désactiver mon micro en cliquant à gauche du téléphone rouge sur « Désactiver le micro ». Et de la même façon, lorsque je donnerai la parole, les personnes vont activer leur micro et le désactiver lorsqu'elles auront terminé de parler. Ce qui va nous permettre d'échanger et de donner les prises de parole, c'est le petit logo qui se trouve à droite de la main. On pourrait utiliser le lever, baisser la main, mais là, à 25, c'est trop difficile à gérer. Donc, on va utiliser le logo ouvrir, fermer le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Certains ont déjà dit bonjour parce qu'ils le connaissent. Donc, quand vous cliquez sur le chat, là, vous avez accès au chat. C'est comme ça que vous pourrez, merci pour les personnes qui continuent d'envoyer des petits bonjours, c'est comme ça que vous pourrez poser des questions et aussi demander à prendre la parole. Voilà. Et comme vous vous êtes identifié, vous le voyez, là, par exemple, Laurence Pouillot qui dit bonjour, elle s'est identifiée sur sa vignette et automatiquement, voilà, on voit qu'elle nous dit bonjour et si elle posait une question ou si elle demandait à prendre la parole, c'est comme ça qu'on pourrait, que je pourrais lui donner la parole. Donc, la petite main, je vous invite à ne pas trop vous en servir parce que j'aurais du mal, du coup, à gérer ça. Et ce qui se trouve à gauche, c'est le partage d'écran, à gauche de la main. Donc là, il n'y en a que 2 qui sont autorisés à s'en servir, ce sont nos intervenantes, parce que sinon, tout le monde montrerait son écran et ça n'a pas grand intérêt. C'est pour suivre la présentation de nos intervenantes. Donc, j'en ai terminé de mon côté avec les consignes. S'il y a des personnes qui sont inconfortables ou qui ont une question technique à poser, je vous invite à le faire sur le chat, de manière à ce que moi, je puisse leur répondre éventuellement s'il y avait une situation d'inconfort sur le micro, sur une incompréhension par rapport à toutes ces petites informations techniques. Et je vais donner la parole à nos intervenantes du Conseil CDG 23 de la Creuse. Alors, je ne sais pas si c'est Cécile Roussel ou Marie-Noël Legendre qui va prendre la parole en premier. Donc, c'est Cécile qui, voilà. Donc, Cécile, je te donne la parole, je coupe mon micro et c'est à toi. Ok, merci. Donc, bonjour à tous. On est ravis d'intervenir aujourd'hui devant vous. Marie-Noël se présentera. Moi, je suis Cécile Roussel, je suis donc directrice adjointe du Centre de gestion de la Creuse et je suis responsable du pôle conditions de travail et transition professionnelle. Et donc, Marie-Noël Legendre, donc je suis responsable du service santé sécurité au travail ergonome au Centre de gestion de la Creuse. Voilà. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir vous proposer un diaporama qu'on a préparé en vue de cette intervention. N'hésitez pas, si jamais tout n'apparaît pas bien, de me le dire. Et puis, de toute façon, on proposera au CNFPT après de faire suivre le support pour ceux qui le souhaitent. Voilà.
On va essayer de bien respecter le sujet qui est donc les outils et les mesures générales, d'avoir une approche pratique et une approche outil du plan de reprise d'activité, une approche empirique aussi parce qu'il y a aussi des choses qu'on découvre et on démarre. Et n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions sur ce qu'on va vous donner comme info. Donc, pour commencer, effectivement, juste un rappel de contexte. Vous n'avez pas trop besoin, je pense que je vous rappelle le contexte épidémique et le contexte du confinement. Depuis le 11 mai, on est donc sur une première étape de ce qu'on appelle dorénavant le déconfinement. Malgré ça, on a tous conscience aujourd'hui que la plupart des mesures sanitaires qui ont été prises pendant la période de confinement, elles doivent être poursuivies et qu'il y a un certain nombre d'obligations qui s'imposent aux employeurs publics qui doivent sécuriser le travail des agents, puisque l'idée, c'est bien de pouvoir garantir que l'action publique locale, elle est maintenue. Donc, les employeurs publics, aujourd'hui, il faut qu'ils procèdent à une évaluation des risques, et singulièrement le risque Covid. Il faut qu'ils puissent mettre en place des mesures de prévention et faire respecter des gestes barrières, et aussi, évidemment, réorganiser les services. Tout ce que je viens de dire, formellement, ça passe par un document qu'on appelle le plan de reprise d'activité. Concrètement, il s'agit de mettre en place des mesures pratiques et des mesures organisationnelles pour garantir la reprise de l'activité en toute sécurité. Comme je vous l'ai dit, on va essayer d'avoir une approche pratique avec des propositions d'outils. Et en fin de diaporama, on a prévu une diapositive avec des ressources en ligne que nous, on a relevé comme étant pertinentes, et on vous donnera toutes ces ressources en fin de diaporama. Sachant qu'il n'y a pas un document parfait, ça dépend de la taille de la collectivité, des services, des missions proposées. Donc, effectivement, quand on parle en fait de reprise d'activité, on est sur une démarche qui est une démarche globale. Évidemment, ça s'articule autour de 3 axes importants. Aujourd'hui, on va essentiellement vous présenter le premier point qui est la planification de la reprise d'activité, c'est-à-dire le plan de reprise d'activité, puisque c'est bien le sujet. Néanmoins, dans une démarche globale de reprise d'activité, il y a 2 autres aspects sur lesquels on interviendra rapidement en fin d'intervention. C'est le diagnostic des impacts de la crise et la valorisation du retour d'expérience. Ceci dit, voilà, la majorité de notre intervention, elle est bien sur le plan de reprise d'activité. On va donc commencer par ça. Et je vais laisser la parole à Marie-Noëlle pour juste mettre un petit peu au point 2 notions qui sont le plan de continuité et le plan de reprise. Du coup, vous avez tous, j'imagine, entendu parler, voire réaliser votre plan de continuité d'activité. L'idée, en fait, du PRA, c'est que c'est une continuité, si vous voulez, une mise en avant d'un peu du PCA, du plan de continuité d'activité dans une phase de reprise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire des informations de ce qu'on avait pu anticiper en amont dans le plan de continuité d'activité et le réinjecter et le transformer pour le plan de reprise d'activité. On a eu en fait, idéalement, on est sur une première phase d'anticipation avant le confinement qui était la rédaction du PCA, qui est un document un peu obligatoire. Donc dans l'idée de dire on est dans ce qu'on appelle de la gestion de crise, donc on essaye d'anticiper en fait des scénarios un peu prédictif, où on se dit il y a une potentialité que ça survienne, et comme ça on se prépare entre guillemets à gérer des crises. Là on était sur une situation inédite, personne n'avait envisagé ce type de scénario-là évidemment. Néanmoins le PCA a son intérêt en fait dans la gestion de crise, donc ceux qui avaient pu le réaliser, typiquement ceux qui l'avaient fait pour l'Agrippa, s'en sont resservis pour cette crise-là du Covid. Aujourd'hui, donc, on a eu une gestion de crise, donc c'est un peu la partie feu rouge, entre guillemets, c'est-à-dire pendant le confinement, on a été dans la gestion de la crise, on a activé le PCA, on l'a remis à jour et amendé pour ceux qui vous créez, pour ceux qui n'en bénéficiaient pas encore. Et aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est de se projeter du coup sur une reprise d'activité. C'est l'objectif en fait du PRA, c'est de se dire, c'est de faire un point bilan et de se redire, bon voilà, ok, on a eu cette crise, on passe sur l'étape suivante. Maintenant, c'est le retour, pas à la normale, parce qu'on sait, c'est bien l'idée un peu du feu orange, et voilà ce que disait Cécile, c'est on a besoin en fait de continuer à gérer les gestes barrières, la prévention du risque Covid, mais néanmoins, on est sur une reprise d'activité. Donc, quelles sont les conditions de cette reprise d'activité-là? C'est l'objectif en fait du PRA, quoi. Quelles sont les priorités? Quelles sont les conditions de réalisation
possible pour les collectivités. Voilà, et bien sûr, l'objectif du PRA aussi, c'est de faire ce petit retour d'expérience-là aussi et de se dire qu'est-ce que ça a pu apporter cette période de confinement, d'un point de vue positif, d'un point de vue négatif, en tout cas, quels sont le retour d'expérience possible qu'on peut faire de cette période très spécifique qu'est la gestion de crise. Vous entendez bien Marie-Noëlle, c'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend toutes les deux. Il faut faire juste attention sur les papiers, du coup, parce que comme voilà, c'est le micro de Cécile peut-être qui est plus proche, en tout cas, on entend les papiers aussi. D'accord, on entend très bien les voix. Hein. Je vais essayer d'être vigilante. OK. Donc, sur des aspects plus généraux, sur le plan de reprise d'activité. Donc, effectivement, la question, pourquoi est-ce qu'on fait un plan de reprise d'activité? Parce que l'idée, c'est de se dire que réaccueillir et redémarrer une activité, ça s'improvise pas. C'est pas, finalement, vous revenez, on redémarre comme avant. Non, ça, c'est pas possible. Il faut anticiper. Anticiper d'abord parce qu'il faut éviter un rebond de l'épidémie de coronavirus et aussi parce que faut pas oublier que ça fait 2 mois que les agents, comme sûrement chacun d'entre nous, ont évolué dans un contexte de fatigue et d'anxiété. Et ça, quelle que soit la situation de l'agent, que ce soit des agents qui ont continué de travailler en présentiel, des agents qui étaient écartés pour des raisons de santé, peu importe. Pour l'ensemble de ces agents, il y a eu 2 mois qui ont été inédits et qui ont eu leur lot d'anxiété et d'angoisse. Et donc, il faut vraiment travailler les conditions de la reprise. L'idée aussi, sur un aspect plus managérial, l'intérêt du plan de reprise d'activité, c'est aussi de fournir en fait aux encadrants notamment et aux agents en général un outil pour remobiliser les équipes et pour réinvestir un petit peu les chefs de service. Allez, on s'y met, on travaille ensemble. Voilà, c'est aussi un outil de mobilisation, c'est aussi un levier pour donner des perspectives. On reprend, ça y est, on y va. Du coup, après, pourquoi un plan de reprise d'activité? Qu'est-ce que c'est? On vous a mis des mots-clés. Il n'y a pas de modèles qui sont fixés par les textes pour le plan de reprise d'activité. Nous, on aime bien dire que le plan de reprise d'activité, c'est un document d'aide à la décision et que l'idée, c'est d'avoir des questionnements. Les questionnements, c'est concrètement qu'est-ce que je fais, quelles sont les activités, quelles sont celles qui sont prioritaires, quels sont les risques pour chacune de ces activités, qu'est-ce que j'ai comme contrainte sur le personnel, quelles sont les mesures de prévention possibles et en fonction, pardon pour le papier, en fonction de toutes ces mesures, de la disponibilité des agents, du caractère prioritaire des missions, toutes ces informations, elles vont permettre à l'autorité territoriale d'arbitrer un calendrier de reprise et de décider de quelles mesures il associe. Du coup, voilà, nous, ce qui nous semble aussi utile et voire nécessaire, c'est que ce qu'évoque Cécile, c'est que le plan de reprise, en fait, il soit bien porté par un groupe dans la collectivité, c'est-à-dire qu'on puisse définir un comité de pilotage qui va faire remonter effectivement et la connaissance du terrain sur les contraintes de la reprise et la connaissance aussi de la direction sur les contraintes financières qu'il pourrait y avoir, par exemple, sur toutes les autres contraintes organisationnelles un petit peu plus, on va dire, globales de la collectivité. Donc pour nous, un comité de pilotage qui peut être la cellule de crise qui préexistait, par exemple, dans le plan de continuité d'activité, voilà, composé, on va dire, d'élus décisionnaires, mais aussi de la direction, mais de chefs de service, ou en tout cas de personnes qui peuvent faire remonter un petit peu le terrain, les difficultés et ce qu'on appelle, nous, le travail réel, pour que, voilà, il colle au mieux à la réalité, qu'il soit du coup le plus efficace et pertinent par rapport à la situation propre de la structure, quoi. Et donc, évidemment, une autorité qui puisse arbitrer en cas de besoin, voilà, qui ait cette possibilité-là d'avancer relativement rapidement, parce qu'on est sur des petites échelles de temps aussi, donc qu'on ait une autorité territoriale présente, enfin un élu présent avec cette capacité décisionnelle à arbitrer, si besoin, les décisions et les propositions dans les moments de discussion, quoi. Voilà. Et bien sûr, l'associer aussi avec tous les services supports que vous pouvez avoir en interne ou en externe, c'est-à-dire voilà, les apports, les questionnements que peuvent faire remonter les services prévention, les assistants de prévention, voire les élus du CHSCT, enfin les représentants du CHSCT, sur les questions de prévention de risques professionnels et de mise en place du coup des mesures barrières et des mesures de prévention, quoi. Combien de temps est-ce qu'on imagine pour ce plan de reprise d'activité? Combien de temps est-ce qu'il va durer? Donc, c'est difficile à dire parce qu'en fait, il va évoluer finalement avec l'épidémie, la pandémie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, en fait, finalement, nous, aujourd'hui, on est sur un timing pour nous qui est à minima jusqu'à fin août
qui nous semble à peu près voilà, pertinent à minima. Et puis surtout, dans l'idée, c'est que votre plan de reprise d'activité, il doit être mis à jour régulièrement, il doit être réamendé, revu pour corriger en fonction de la réalité ce qui se passe sur le terrain, des remontées qui se passent sur le terrain, les mesures de prévention, les décisions. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir aussi ce comité de pilotage ou cette cellule de crise, si elle existait déjà, qui va perdurer en fait dans le temps pour voilà, faire évoluer les décisions et les réponses à y associer pour les agents, quoi. Et permettre aussi cette communication portée et cette unique voix aussi de la collectivité sur les décisions prises qui sont d'autant plus nécessaires en ce moment. Donc, sur les étapes du plan de reprise d'activité, on a essayé de synthétiser, de vous proposer plutôt des schémas. Sur les étapes du plan de reprise d'activité, donc nous, on le découpe en 5 étapes principales. On l'a dit, hein, je recense, qu'est-ce que je fais, je priorise, qu'est-ce que je dois faire en priorité vu mon activité, j'organise et je sécurise. On a rajouté 2 étapes qui nous semblent importantes, on y reviendra. C'est la communication. Je ne dois pas oublier de dire ce que j'ai décidé de faire aux agents. Et l'actualisation, Marie-Noëlle vient d'en parler. On va essayer d'avancer sur chacune des étapes. Vous verrez, on va suivre tout le temps ce cycle. Et pour chacune des étapes, on vous proposera des outils associés, puisque c'était bien l'objet de cette intervention, sachant que vous aurez les ressources, je vous l'ai dit, en fin de document. Donc, du coup, nous, on s'est projeté sur un outil en premier lieu. On s'est dit, il faut absolument que nos collectivités, on arrive à leur générer un petit outil facilitateur pour mettre en place le PRA. Et on l'a pensé en fait en séquencement par un tableau, basiquement un tableau Excel qu'on va faire progresser au fil de l'eau. Mais l'idée, c'est bien en premier, effectivement, de définir l'organisation, ce qui n'apparaît pas forcément sur la slide là, mais l'organisation en fait du comité de pilotage. Comment est-ce qu'on va structurer Ouais, je vais l'afficher sur la slide suivante. D'accord. Comment est-ce qu'on organise un petit peu la structure en termes de gestion de ce PRA là, ça nous semble l'étape primordiale. On est sur de la gestion de projet en fait finalement. Et puis après effectivement de faire la stratégie un petit peu de recensement des missions et des activités en 1. Ensuite, de les prioriser, se dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on démarre tout de suite? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit peut-être, parce qu'on nous l'impose, décaler dans le temps, voir qu'on est en capacité de faire. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez le tableau Excel là? Non, on reste sur le PowerPoint là. D'accord. Donc, il faut que je suis désolée, j'ai coupé Marie-Noëlle, c'est pas poli, mais je vais juste passer du coup d'abord sur la diapo suivante et ensuite sur le tableau Excel pour que vous puissiez suivre en même temps que Marie-Noëlle, si ça vous va. Hein, je vous demande. Donc là, nous sommes sur la page « Je recense les missions et activités par service ». Alors, est-ce que Cécile Roussel est toujours là? Marie-Noëlle, tu m'entends? D'accord, Marie-Noëlle, tu peux peut-être reprendre la parole pour, Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Ah. Désolée. L'affichage, mais du coup, l'idée, c'est effectivement le tableau Excel, on l'a construit en 3 parties. Et la première partie, c'est vraiment l'étape finalement préalable de se dire comment est-ce qu'on va construire ce PRA et qui va être acteur en fait de ce PRA. Sinon, tu l'ouvres en Excel. Et donc, dans l'onglet 1, en fait, c'est vraiment de se décider quels sont les participants internes à la collectivité, quel rôle chacun va avoir, voilà, tout simplement. C'est de se dire, est-ce que lui, on lui confie plutôt la mission
décisionnaire finalement et stratégique de trancher le bout de la chaîne, ou est-ce que au vu de sa place, je ne sais pas moi, de chef de service, qui va nous intéresser, qui va nous remonter plutôt le travail de terrain. Voilà, ça permet un petit peu de se dire quel va être le rôle de chacun dans la cellule de crise. Donc ça, c'est un peu l'objet du premier onglet. Après, donc, mais si, c'est bon, ouais, ça va fonctionner. Après, du coup, sur la deuxième partie, une fois qu'on a fait ça, bah, l'objectif, si vous voulez, c'est de se dire, donc voilà, la fiche, ce qu'on appelle la fiche d'identité du PRA, que normalement vous voyez à l'écran maintenant. Oui. Donc du coup, voilà, c'est de se dire quel est le niveau. Ah, alors là, on a perdu la connexion. On avait perdu votre connexion pendant quelques instants. Vous n'avez pas entendu la fin de la phrase de Marie-Noël? Tout à fait, tout à fait. Du coup, je le signale à tout le monde. En haut, à gauche de votre vignette, vous avez l'état de votre connexion, en fait. Donc, il y a les petites barres qu'on retrouve sur beaucoup d'outils. Et quand c'est au vert, tout va bien. Quand c'est au rouge, c'est moins bien. Le jaune, c'est intermédiaire. Et quand on est au gris, c'est qu'on a perdu la connexion. C'est ce qui nous est arrivé là. Je vous redonne la parole, merci. Donc voilà pour la première partie identité en fait du PRA, et sur le, on va dire le nœud un petit peu des choses. Donc c'est sur la partie recensement et priorisation. Donc on a découpé, alors juste en aparté pardon avant, ce qui est important aussi sur un PRA, je vous l'ai dit, c'est bien la mise à jour, etc. Donc il faut être vigilant aussi. Si on remonte juste en haut de chaque onglet, en fait vous avez toujours, il faut se dire qui est le pilote de la démarche, quand est-ce qu'on a validé le PRA, quelles sont les modalités de validation aussi, ça c'est bien de l'instituer, et quelle est sa date de dernière mise à jour, et bien d'être vigilant sur la saisie de ces éléments-là pour bien être sûr que ce qui va transiter comme PRA restera bien la version mise à jour, etc. Quoi. Il faut faire un bon suivi aussi qualité documentaire sur ces outils-là. Donc je reviens sur l'onglet 2. Du coup, pour recenser en fait les missions et les activités par service. Donc l'idée c'est de découper, si vous voulez, chacun des services de la collectivité, de se dire qu'est-ce qu'on fait concrètement dans la collectivité, de les découper, donc d'être en capacité finalement de les lister de manière assez fine, et surtout après d'être en capacité de dire quel est le niveau de priorité que je vais donner à chacune de ces activités-là. Donc, par service, en fait, on va avoir, vous voyez, donc on a un service sur la colonne A, sur la colonne B, vous allez mettre, vous allez le découper en X activités, et pour chacune de ces activités-là, vous allez dire finalement, est-ce que plutôt cette activité-là, elle est de niveau 1, c'est-à-dire c'est une activité essentielle, en fait, du plan de continuité, c'est-à-dire typiquement celle qu'on n'a pas mis à l'arrêt, en fait, pendant la période de confinement. Est-ce qu'on est sur des consignes, par exemple, nationales de réouverture, de reprise, et ça va être le cas des écoles à partir du 11 mai. Est-ce qu'on est sur des activités qui sont préalables, par exemple, à l'organisation d'une reprise, qui peuvent être typiquement l'entretien des locaux. Voilà, on est vraiment sur les... Oui, je pense que la connexion qui pose problème, là, c'est la connexion du centre de gestion qui a l'air défaillante. C'est pour ça que l'ensemble des participants… Ah, je suis là. Ouais, on a un problème de connexion. Oui, tout à fait. Votre bande passante, elle était… Voilà, là, on vous avait perdu. Voilà, je refais le partage. On était sur l'onglet 2 et Marie-Noël était… Je te donne je te donner des exemples. Donc, du coup, effectivement, je voyais une petite remarque sur la connexion. Donc, nous, parfois, c'est la connexion individuelle des participants qui pose problème et on le voit par rapport à l'indication que je vous ai donnée en haut de votre vignette. Mais ça peut être aussi la bande passante des intervenants. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'était celle des intervenants. Merci. Donc, du coup, l'idée, effectivement, ce que je vous disais, c'est de recenser vos activités. Nous, ce qu'on vous conseille, en fait, en termes d'outils pour ça, finalement, c'est d'exploiter le document unique quand il existe dans la structure,
d'avoir en fait une base finalement de travail. Donc ça peut être l'évaluation des risques professionnels, mais ça peut être aussi le plan de continuité d'activité qui recensait déjà toutes les activités que vous pouviez avoir aussi. Et puis on vous a mis un petit outil que nous on avait constitué pour nos collectivités dans le cadre de l'animation d'évaluation des risques. C'est un petit outil qui recense et qui donne des exemples d'activités par service. Voilà, pour vous permettre un peu d'essayer de découper. Si je prends un exemple qu'on a mis dans la notice que vous trouverez sur le site internet du CDG, si vous allez voir, mais voilà, par exemple pour les espaces verts, ça va être l'entretien des parterres, par exemple, ça peut être sur certains, ça va être la tonte des stades, sur d'autres, ça va être, pour d'autres agents, ça va être la réalisation des massifs, voilà, ou enfin, diverses et variées. Enfin, voilà. L'idée, c'est de balayer un petit peu toutes ces activités-là. Et une fois qu'on a été en capacité, du coup, de lister ces activités, et du coup, en comité de pilotage, de se dire, telle activité, on la met plutôt en niveau 1, 2, 3 ou 4, on va pouvoir derrière passer à l'étape suivante, c'est de se dire, c'est quoi les conditions de réalisation du travail aujourd'hui. Ouais, juste pour compléter ce que dit Marino, sur cette première étape-là, donc vous avez compris, on dit quelles sont les activités, on leur donne un niveau de priorité. Effectivement, on vous a mis une ressource qui sont des exemples d'activités ou l'exploitation du DU. Juste sur la priorisation, on propose aussi un outil que beaucoup sûrement connaissent, qui est la matrice d'Eisenhower, où en fait, c'est une matrice qui permet de dire qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Et finalement, d'arriver à trier entre ce qui est urgent et je dois le faire très vite et ce qui est important, je dois le gérer aussi. Mais il y a des choses parfois qui peuvent être très urgentes mais pas importantes ou très importantes mais peu urgentes. Et ça doit pouvoir aider cette matrice en plaçant en fonction du degré d'urgence et du degré d'importance. Ça vous permet aussi de placer les activités et d'être en capacité de donner un calendrier progressif pour la reprise de ces activités. C'est aussi des outils que vous allez trouver dans les ressources et sur le site internet. Donc, vous avez vu, on a parlé de l'onglet 1, on a parlé de l'onglet 2. Je vais repartager le document Excel et on va passer au troisième onglet du tableau que Marie-Noëlle va vous présenter. Alors, une petite remarque pour Cécile et Marie-Noëlle, c'est Florence, je me permets d'intervenir. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Oui. Le fait est que lorsque nous sommes comme ça à distance, c'est un petit peu plus difficile en concentration et moi, il faut que je me l'applique aussi. Donc, il faut faire attention à parler un petit peu plus lentement. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. On a aussi en tête le timing, on avoue, et on avait tellement envie de dire plein de choses qu'on on essaye de passer dans les 30 minutes tous les éléments. Donc du coup sur l'onglet 3, je vais essayer de faire moins rapide. Tu peux remettre sur la partie gauche de l'écran. Tu me fais glisser là. C'est pas au début. Là, merci. Du coup, sur l'onglet 3, en fait, l'idée, ça va être d'analyser les modalités de la reprise. Ça va être de se dire, bon, voilà, si je relance l'activité espace vert, c'est l'objectif, vu que, par exemple, là, on est sur du niveau 2, on sait qu'on va avoir ce souhait-là assez rapidement. Du coup, quels sont les moments où on va avoir des situations à risque, en fait, liées au Covid pour les agents qui sont concernés par cette activité-là. Donc, si on le prend étape par étape, le fichier, l'outil qu'on vous a proposé, c'est bien de réinscrire donc le niveau, parce que ça te donne une vision globale de se dire quel est le niveau de priorisation qu'on s'est donné, le service, éventuellement pour ceux qui ont des collectivités assez importantes, voilà, on s'est dit qu'avoir un numéro de la mission, ça pouvait être intéressant, donc qui pourrait être par exemple là vous avez le niveau en fait de priorité, là vous avez EV espace vert et 001, c'est la tâche numéro 1. C'est l'activité numéro 1 et après vous allez incrémenter ce chiffre-là et puis faire modifier aussi ce chiffre-là en fonction des différentes activités de votre service. Derrière, on retrouve donc la dénomination de l'activité, en fait, de ce que vous aviez déjà identifié sur l'onglet 2, je vous rappelle, donc on fait copier-coller finalement de cette case-là. Et derrière, on va mettre donc les conditions de réalisation du travail, les moyens qui sont nécessaires, en fait, comment est-ce que les agents réaliser le travail finalement avant cette situation de Covid-19. Donc voilà, vous avez des exemples un petit peu sous les yeux et du coup on se dit on a cette situation-là d'habillage déshabillage qui se faisait au vestiaire par exemple du centre technique pour 4 agents qui travaillent par équipe de 2. Donc, ça c'est le constat, c'est comment ça fonctionnait jusque-là. Et du coup on se dit oui, au vu du Covid, il y a quand même quelques difficultés qui apparaissent sur cette tâche-là.
c'est qu'on voit qu'on a un vestiaire qui est partagé par l'ensemble des agents du centre technique, donc ça va au-delà du service espace vert, par exemple, et on a des douches qui sont individuelles, mais des cloisons qui ne sont pas séparatives, c'est-à-dire qu'elles ne montent pas jusqu'au plafond. Donc, on a de l'aérosolisation, en fait, dans la pièce, quoi, potentielle, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'identifier les situations à risque. Derrière, du coup, ça nous permet d'appréhender un petit peu les risques pour l'ensemble des activités en fait, de la collectivité, parce qu'une fois que vous allez avoir fait cette identification des situations, vous allez avoir une bonne vision aussi des contraintes de réalisation du coup, pour les agents. Derrière, ce qu'on évoquait, c'est qu'on a besoin pour le PRA de se rendre compte du besoin en effectif et de la capacité mobilisable. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lister les agents qui sont habituellement mobilisés sur cette tâche-là. Et puis, on va mettre derrière les contraintes individuelles des agents au jour où on le fait. C'est d'où le besoin, en fait, de réactualiser. C'est-à-dire que Monsieur X, aujourd'hui, il est en garde d'enfants. Madame Y, elle est personne vulnérable. Voilà. Et donc, on a ces contraintes-là qui apparaissent, qui vont pouvoir varier dans le temps. Mais du coup, ça va nous permettre d'identifier quels sont nos agents mobilisables aujourd'hui. Qui est-ce que je peux ressolliciter sur du travail de manière certaine, quoi. Et enfin, sur la partie analyse, donc on a vu qu'on avait des situations à risque, on avait identifié qu'il y avait des difficultés à lever, et donc comment est-ce qu'on va être en capacité de répondre à ces difficultés-là pour permettre à l'activité de se réaliser. Et donc ça, ça c'est de la méthode classique d'évaluation des risques, hein. On va aller rechercher des mesures de prévention qui peuvent être envisageables dans les différents champs humains, organisationnels ou techniques. C'est se dire, voilà, quelles sont mes possibilités finalement de faire différemment. On va essayer de faire, c'est un peu le brainstorming si vous voulez, c'est quoi toutes les bonnes idées qu'on a autour de la table pour gérer cette problématique-là. Et on va les inscrire là. Une fois qu'on a inscrit toutes ces idées, oui. Ouais, juste je coupe Marie-Noël 2 secondes pour vous dire que toujours sur cette question et pour rester sur la thématique qui est d'être pratique et de vous proposer des outils, je vais vous montrer en fait du coup vous trouverez sur le site, les sites internet des centres de gestion, vous trouverez ce qu'on appelle des fiches métiers. Et ces fiches métiers, en fait, elles recensent des exemples de mesures de prévention par métier. Donc, du coup, ça va vraiment vous permettre de renseigner cette partie mesures de prévention envisageables, parce qu'évidemment, c'est quand même ça peut être difficile de les appréhender, les mesures de prévention. Donc, du coup, les CDG ont construit des fiches métiers ou par métier, typiquement, secrétariat accueil du public, les écoles, évidemment, déchetterie, etc. Vous avez des consignes et des mesures de prévention envisageables. Donc, ça vous aidera pour remplir ces fameuses colonnes des possibilités de mesures envisageables, qui peuvent être des mesures générales que vous trouverez dans les fiches métiers, mais après, elles sont aussi adaptées à la réalité et à la configuration de la collectivité. C'est là aussi où tous les chefs de service ont pleinement leur rôle. C'est-à-dire toute cette première étape-là aussi, de faire remonter un petit peu quel est le travail réel, quels sont les difficultés, quelles sont les bonnes idées que le terrain peut déjà avoir, parce qu'évidemment que les agents se sont tous projetés sur une reprise d'activité, enfin une bonne partie en tout cas, a aussi pré-identifié finalement et des contraintes et peut faire et des bonnes idées. Enfin en tout cas voilà, c'est intéressant aussi d'aller chercher tout ça. Donc ça peut tout à fait être envisagé de transférer cette partie-là des outils et de leur demander s'ils ont envie d'y participer par exemple. Enfin voilà, en tout cas il ne faut pas hésiter, je pense, à aller chercher des ressources terrain sur ces sujets, quoi. Donc une fois qu'on a fait un petit peu qu'on a identifié les potentialités, on va aller voir aussi, est-ce qu'on a des échéances spécifiques de reprise, est-ce qu'on a des délais qui sont imposés pour la reprise. Donc, qui peuvent être des délais qui peuvent être liés à des contraintes internes ou à des contraintes externes, donc des choses que vous n'allez pas forcément toujours pouvoir maîtriser. Typiquement, je sais pas, moi, pour un service bâtiment, s'il n'a pas les matériaux nécessaires à la réalisation de l'activité, il va effectivement pas pouvoir la mettre en œuvre. Et d'un autre côté, vous avez tous vos équipements sportifs aujourd'hui qui sont fermés et pour lesquels on n'a pas on n'a pas la possibilité de relancer la piscine, même si on avait envie, même si on se sentait prêt. Donc, il y a des contraintes qui ne sont pas forcément propres à la collectivité aussi, quoi.
de toute cette première partie, l'autorité territoriale, elle doit valider, du coup, une date de reprise par activité, par service, d'une manière globale. Et donc, du coup, derrière, une fois que vous savez tout ça, ça va aussi vous permettre de vous dire, bah voilà, quels sont les agents que je vais mobiliser pour cette activité et quelles sont les mesures de prévention qu'on a retenues. Voilà. Et évidemment, les mesures de prévention retenues, bah, typiquement, ça va être discuté. Et l'objectif de la mesure de prévention retenue, c'est qu'elle réponde à toutes les situations à risque. On est sur une stratégie où on peut difficilement se dire, voilà, bah, tant pis, celle-là, on n'a pas de solution, bah, on fait l'activité telle qu'elle, mais sans mesure de prévention, quoi. Non, il va falloir chercher des stratégies compensatrices pour protéger, assurer la protection de la santé et de la sécurité des agents. Et des fois, les stratégies de prévention, c'est des choses. La première mesure de prévention, quand c'est possible, c'est le télétravail, par exemple. Voilà, pour rappel, on est sur des choses qui peuvent être aussi de cet ordre-là. Parfois, c'est le télétravail qui va venir répondre au risque. Donc, une fois qu'on a identifié ces mesures de prévention retenues, l'idée, en fait, ça va être dans la colonne conséquences associées de se dire, bah, c'est quoi la conséquence? Si je prends l'exemple, par exemple, du télétravail, la mesure de prévention retenue, c'est le télétravail, bah, quelles sont les conséquences associées? Bah, ça peut peut-être être d'avoir un regard, pour le coup, et de mettre en place, de cadrer l'organisation du télétravail par la collectivité. Et donc, d'aller faire ce qu'on n'a pas pu faire, typiquement au moment où le confinement s'est décidé, c'est d'avoir un regard sur quelles conditions matérielles et organisationnelles mes agents ils ont à leur disposition à domicile pour répondre à cette possibilité de télétravail pour qu'il soit fait dans de bonnes conditions. On a un exemple, par exemple, concret qu'on a pu vivre au CDG. On a dit, ben voilà, il faut éviter les bureaux partagés. On a un service, elles sont 3 dans le même bureau. Donc, du coup, il a fallu, la mesure de prévention retenue, c'était de répartir les agents dans des bureaux individuels autant que possible. Donc, effectivement, il y a un agent, il a fallu trouver un bureau. Et la conséquence associée, c'était, c'est un déménagement de mobilier, donc il faut prévoir le personnel pour le faire. C'était tirer du réseau Internet pour que cet agent puisse être connecté et avoir accès au serveur. C'était, ça peut être des problématiques toutes simples de clés, de pouvoir ouvrir, d'avoir accès, d'horaire. Voilà, ça, l'idée, c'est de se dire, au moins dans ce document, dans mon PRA, j'ai l'esprit tranquille parce que j'ai pensé à toutes ces choses, je les ai écrites, je sais où je vais et c'est pas, j'ai pas tous les matins quand j'arrive une nouvelle problématique qui vient et que j'avais pas anticipé. Voilà, donc ça permet d'avoir la ligne de conduite et le plan d'action finalement pour permettre la reprise de l'activité de chacune de vos activités. Et derrière, comme on est vraiment sur un plan d'action, l'objectif c'est que ça soit vraiment opérationnel. Donc pour nous, c'est de se dire aussi à ce moment-là, c'est de se dire voilà les mesures de prévention retenues, voilà les conséquences associées. Très bien, maintenant il nous manque quelque chose, il nous manque qui va être en charge de la mesure. Et donc c'est là où il faut inscrire effectivement l'agent qui va être responsable de la mise en œuvre de la mesure ou des mesures. Pour s'assurer en fait qu'elle soit bien effective, c'est-à-dire qu'au-delà qu'on passe de l'aspect finalement décision, organisation de la reprise à l'aspect opérationnel, de se dire voilà comment est-ce qu'on va faire concrètement sur cette activité-là. Et derrière, ce qui nous semble aussi important, ce qu'on vous a mis, qui nous semble essentiel en ce moment, c'est la communication et quelle communication on va faire. Donc c'est bien de prévoir aussi dans votre PRA pour chacune de vos activités quelle modalité de communication est-ce qu'on fait de cette nouvelle organisation aux agents. Parfois, alors on ne l'a pas mis là, mais ça va aussi être utile de le faire aussi pour le public, enfin voilà, les usagers, etc. quoi. Mais en tout cas, ça nous semble important, effectivement, une fois que la ligne elle est fixée et qu'on connaît un petit peu le déroulé de la reprise, de surtout pas oublier d'y réassocier en fait les agents pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion à cette reprise et une remobilisation de l'ensemble de vos agents sur la collectivité, quoi. Et qu'il y ait une bonne compréhension aussi des décisions qui soient prises. Ça permet aussi d'expliciter un petit peu de manière assez claire finalement ce que vous allez faire comme choix. C'est-à-dire, voilà, il y a telle et telle conséquence, voilà pourquoi est-ce que tel service ne peut pas reprendre avant telle date. C'est simple. Le réseau, s'il n'est pas tiré dans le bureau, le bureau, il n'a pas de réseau, donc il ne peut pas tourner. Vous voyez, c'est bête, mais parfois, ça peut suffire justement à apaiser et à redonner un peu de la place qu'il faut au collectif, c'est-à-dire de faire comprendre que non, on ne peut pas tout faire en claquant des doigts et donc c'est important de pouvoir avoir ces outils-là, quoi.
Donc, vous avez compris que le plan de reprise d'activité, il s'articule essentiellement autour d'un document qui est un tableau qui permet de prioriser, de recenser, de prioriser et de mettre des mesures en face, qu'il y a des outils que vous allez aller attraper au fur et à mesure que vous progressez dans le tableau pour pouvoir remplir ce tableau. Derrière, que cette fameuse, une fois que ces 3 premières étapes, on l'a vu sur notre petit cercle tout à l'heure, sont passées, on passe aux dernières étapes, aux étapes 4 et 5. L'étape qui nous semble indispensable, effectivement, Marie-Noël vient de le dire, c'est la communication. C'est indispensable parce que l'idée, c'est de dire que les agents, ils doivent avoir été informés de votre plan de reprise d'activité, ils doivent avoir compris les mesures et ensuite, ils doivent les appliquer. Donc, il peut y avoir plusieurs façons pour communiquer. Dans les plus grandes collectivités, ça peut être par exemple une organisation de réunions par service, soit en présentiel quand on est sur des petits groupes avec l'application des gestes barrières, soit ça peut être éventuellement en visioconférence, ou alors ça peut aussi être hybridé. Parfois, on a des réunions où il y en a une partie en visio, une partie en présentiel. L'idée, c'est quand même de laisser une trace écrite aux agents, un support type lettre d'info, quelque chose d'assez simple et d'assez accessible, qui dira, voilà, la collectivité, voilà ce qu'elle a choisi de maintenir, voilà ce qu'elle reprend, dans quel timing, quelles sont les mesures. Ça nous semble très important de communiquer auprès des agents et que les gestes et les mesures de prévention, ils soient clairement indiqués aussi sur site. C'est-à-dire qu'il faut aller vers un affichage massif des consignes, des règles. Et ça, c'est vrai pour les agents, mais c'est vrai aussi pour une autre catégorie qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le public accueilli, qui doit aussi respecter les mesures et les gestes barrières pour la sécurité des agents et du public. Pour donner toutes ces informations aux agents, nous, on a identifié 2 moments qui peuvent être des moments propices pour ça, et c'est des moments qu'on vous conseille effectivement d'organiser. Il y a un réaccueil individuel qu'on préconise, parce qu'effectivement, il y a souvent eu une absence longue de l'agent. Il y a des agents qui sont en décrochage complet, qui n'ont pas pu télétravailler, qui n'ont pas eu accès aux informations de la collectivité, qui n'ont pas échangé forcément avec leur encadrant, avec leurs responsables, et qui peuvent avoir des inquiétudes qui sont liées. Du coup, nous, on vous invite à organiser un entretien individuel de réaccueil, c'est-à-dire que l'encadrant, le chef de service, reçoit chacun de ses agents, évidemment avec le respect des gestes barrières, reçoit chacun de ses agents pour faire le point. Du coup, on vous propose une trame d'entretien individuel. Étant donné que le temps passe vite, je voulais qu'on la regarde ensemble, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais si vous voulez, après, on pourra aller la regarder au moment des questions, si vous le souhaitez. C'est bon, Florence, si on fait comme ça? Oui, oui, ça me semble très bien. Il nous reste environ, voilà, oui, il est 3h15. C'est bien au moment des questions pour ne pas alourdir la présentation descendante. S'il y a des questions qui portent sur la trame, on la montrera. Voilà. Ensuite, on a un autre moment qui nous semble important de consacrer aussi, c'est d'avoir un temps collectif. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toutes les mesures de prévention que je viens de donner, mais l'idée, c'est d'avoir le temps de prendre le temps au moment de cet échange collectif pour redonner les mesures de prévention et les étapes du plan de reprise. Après, vous trouverez sur le site aussi des éléments un petit peu de construction de ce réaccueil où on donne aussi d'autres conseils parce que l'idée, ça peut aussi être ce moment collectif pour donner les grandes orientations politiques. Il y a des collectivités qui ont fait des choix ou qui ont dû faire des choix en matière de RTT, de congés, de régime indemnitaire pendant cette période. Ça peut aussi être le moment pour les donner pour qu'il y ait une unité d'écoute et de discours à ce moment-là. Ça peut être rappeler les principaux épisodes de la collectivité et évidemment rabâcher sans cesse les mesures de prévention. On a aussi préparé une trame de checklist, on a appelé ça la checklist. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, Marie-Noël, sur la checklist. L'idée, c'est d'essayer de vous mettre à disposition au moins à minima ce que nous, on a pensé qui nous semblait important d'anticiper avant la reprise. Donc après, elle peut être amendée, complétée, ça c'est aussi à vous, je pense, de vous l'approprier. Mais voilà, l'idée, c'était de vous donner un petit outil qui vous permette d'avoir une checklist d'encadrant qui doit redémarrer son activité, une checklist d'encadrant qui est amené à réaliser un entretien individuel, quoi. Ouais. Donc, vous verrez l'outil. Voir sur les outils.
Au niveau des conseils, des points de vigilance sur ce plan de reprise d'activité, comme on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, l'idée c'est de l'actualiser régulièrement. Ça peut être par exemple chaque semaine, ça peut être tous les 10 jours. Après, c'est au rythme du service responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs exogènes et des facteurs endogènes qui peuvent intervenir. Dans les facteurs externes, vous pouvez évidemment, on est tous soumis aujourd'hui aux phases du déconfinement national. On est tous soumis par exemple, au calendrier des élections, à un regain d'épidémie, à une demande d'usagers. Donc, effectivement, votre plan de reprise d'activité va s'adapter à tous ces événements extérieurs. Il va s'adapter aussi aux événements internes, qui vont être, par exemple, des contraintes familiales des agents qui évoluent. L'école a rouvert ou l'école, au contraire, ne peut pas prendre mon gamin, etc. Des fins de contrat, des recrutements. Donc, vous allez sans cesse alimenter le document pour l'ajuster. Et puis, ce qu'on voulait aussi vous redire, Marie-Noëlle l'a dit tout à l'heure, par rapport au travail réel, de ne pas oublier d'être à l'écoute des idées qui ont pu déjà émerger. Il y a peut-être des agents qui ont déjà pensé à des solutions et qui peuvent venir aussi vous proposer des choses qui seront exploitables et des bonnes idées. En plus de l'exploitation, Marie-Noëlle Legendre l'a dit tout à l'heure, de votre document unique, qui est aussi un bon outil au départ pour le recensement des activités et pour avoir une approche analyse du risque. Et juste pour compléter sur les points de vigilance, il y en a, j'en vois deux en tout cas importants. Effectivement, ce qui fait lien avec le document unique, c'est l'existence d'autres risques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est effectivement, on met le Covid est vraiment mis en avant dans la gestion du PRA, mais il ne faut pas oublier non plus l'existence d'autres risques et du coup que la mesure de prévention finalement génère des risques complémentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, voilà, il y a vraiment il faut quand même malgré tout garder cette vision globale là de la prévention des risques au-delà de la partie Covid. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement dans l'idée d'être à l'écoute des agents, c'est aussi essayer dans le cadre, c'est un peu l'objectif aussi des entretiens individuels, c'est d'identifier quels pourraient être aussi les agents qui ont souffert de cette période-là, qui seraient aujourd'hui en difficulté et qui vont être accompagnés particulièrement du coup par les services RH, et donc donner un petit peu peut-être des outils, ou en tout cas c'était un peu l'idée aussi des trames d'entretien, c'est que vos encadrants soient aussi en capacité un petit peu de s'alerter sur la situation de vos agents. Nous, ce qu'on voit effectivement, et ce que je pense beaucoup de gens ont à l'esprit, c'est ceux qui vont avoir vécu le Covid, qui vont être nos agents de première ligne, typiquement dans les EHPAD, qui ont été confrontés à ça au quotidien. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est des agents potentiellement qui, typiquement, ce que disait Cécile, ont été un peu éloignés de la vie professionnelle pour diverses raisons. Et ces agents-là, ils peuvent aussi avoir souffert de ça, c'est-à-dire s'être sentis inutiles, pas à leur place, et donc être en souffrance finalement de cet isolement, et avoir souffert de cet isolement. Et du coup, il y a tout un tas de personnes potentiellement qui vont peut-être évoquer des choses lors de l'entretien individuel, et c'est bien de ne pas les oublier à ces moments-là, quoi. Et de ne pas minimiser en tout cas les signes, les alertes qui peuvent essayer de vous passer sur ces moments-là, et de les orienter du coup vers les médecins de prévention pour avoir un suivi, ou les cellules d'écoute psychologique. Alors, on va passer du coup au diagnostic de la crise qu'on se disait tout à l'heure. C'est les deux dernières parties sur lesquelles je vais aller assez de manière plus survolée. On pourra approfondir après si vous le souhaitez. Comme je l'ai indiqué en introduction, en fait, l'idée, c'est que nous, on pense quand même que pour beaucoup de collectivités, ça peut être intéressant de poser le diagnostic de la crise qui va permettre de recenser quels ont été les effets de la crise sur la collectivité et d'aider aussi à la construction du plan d'action pour répondre aux effets de la crise. Pour ça, en fait, on vous a proposé une trame de synthèse de diagnostic. On vous a proposé des items pour réaliser ce diagnostic dans une note qui est disponible sur notre site internet. L'idée, c'est de serrer les différents types d'impacts, les impacts généraux, vous le voyez. Il y a des choses très simples, mais c'est bien de d'écrire tant que c'est encore chaud dans nos esprits. Ah oui, ça a été annulé, ça on l'a loupé, ça on n'a pas pu le faire. Typiquement, il pouvait y avoir des commissions, des réunions de commission qui étaient organisées, qui ont été annulées. Ça peut être au niveau des engagements contractuels, des consultations qui ont été reportées, des marchés infructueux, des prolongations, des résiliations,
voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, je recense tout pour pas louper quelque chose sur les 2 mois qui viennent de s'écouler. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau des impacts organisationnels et humains, évidemment, d'être capable de relever, de synthétiser toutes les absences. On a mis beaucoup les agents en autorisation spéciale d'absence parce que c'était la position qui était préconisée, mais c'est vrai que ça peut être bien de bien tenir à jour, de recenser toutes ces autorisations d'absence, mais aussi les arrêts maladie, les congés, les RTT. Peut-être que le système de suivi de tout ça, il a été organisé en mode dégradé et que ça peut faire du bien de bien remettre à plat les situations de chacun. Au niveau toujours RH, il y a pu y avoir des recrutements qui ont été reportés. Au niveau, par exemple, matériel, on a pu demander à des agents d'utiliser leur matériel personnel, au contraire d'amener du matériel à la maison. Et tout ça, ça a pu se faire un peu sans traçabilité quand même. Donc l'idée, c'est de bien réécrire les choses, de reposer le diagnostic. Évidemment, au niveau financier, on vous invite aussi, bien sûr, c'est pas notre spécialité, mais à bien envisager toutes les questions liées aux recettes que vous auriez perdues. Hein, je sais pas moi, de la location de salle, le stationnement de la cantine, de la garderie, les dépenses qui ont été exceptionnelles que vous avez dû faire, comme l'achat des protections individuelles, les gants, le gel hydroalcoolique, etc. Des recrutements temporaires, si vous en avez fait, pour remplacer des agents écartés de la situation de travail. Évidemment, toutes les questions de dépenses à perte, hein, parce qu'on peut avoir je sais pas moi, des denrées qui ont été perdues, voilà. Donc l'idée, c'est encore une fois, c'est sur cet aspect financier de tout recenser et également sur les bénéficiaires et les partenaires. Vous avez là, l'idée, c'est de dire quels ont été les effets indirects sur les partenaires et les usagers de la collectivité quand un service a fermé ou a été diminué. Je sais pas moi, une déchetterie, des services d'accueil du public. Donc l'idée, c'est vraiment de remonter un peu le temps, retracer tout ce qui n'a pas pu être fait ou qui n'a pas été fait comme c'était prévu. Et on vous propose effectivement un tableau qui permet de donner en fait un niveau de gravité à chacune des conséquences pour avoir ensuite une vision synthétique du diagnostic des effets de la crise sur la collectivité, y compris avec l'idée de dire que vous pourriez aussi essayer d'estimer le coût et le poids financier pour ce que vous pouvez en mesurer, par exemple des absences, des dépenses exceptionnelles, etc. Encore une fois, je ne vous envoie pas vers le document, mais vous l'aurez en lien et on pourra le voir après. L'idée aussi, c'est, je n'ai pas besoin de le rappeler, je pense que vous êtes tous très concernés, on est sur un calendrier électoral et quand la prochaine équipe devra voter le compte administratif 2020, ça pourrait être bien d'avoir pris le temps là à chaud de rédiger tout ce qui s'est passé pendant la crise pour que vous ayez aussi des billes pour illustrer le compte administratif 2020 et pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qui s'est passé sur le premier semestre 2020. Donc voilà, effectivement, sur cette slide, on vous rappelle qu'on vous propose des outils pour vous accompagner sur ce sujet-là. Donc j'en arrive à la dernière partie qui est la valorisation du retour d'expérience, ce qui s'est bien passé et ce qui s'est pas bien passé, sachant que vous avez vu le chat, il dit il y a du moins bien, du mieux et du pas si mal que ça. Donc l'idée ici, c'est bien de capitaliser un petit peu sur les effets de la crise et d'analyser le retour d'expérience. Comme on vous l'écrit ici, l'idée, c'est ce retour d'expérience, vous allez pouvoir aussi le synthétiser sous forme de tableau. On a mis un modèle très simple dans une note sur notre site. L'idée, c'est aussi de garder par écrit ce qui s'est passé, comment ça s'est organisé, quels problèmes se sont posés. D'ailleurs, le diagnostic peut venir complètement alimenter cette partie-là. Repérer les points positifs et capitaliser dessus, ça peut être intéressant parce qu'il y a des choses positives qui se sont passées. Peut-être que dans vos collectivités, le télétravail a super bien fonctionné, qu'il y a des agents qui vous ont surpris parce qu'ils étaient très autonomes, il y a eu des bonnes initiatives de prise, peut-être que vous avez vu, ou pas, mais peut-être que vous avez vu une solidarité se renforcer, un groupe WhatsApp se créer, des échanges nouveaux, quelque chose qui finalement a bien fonctionné. Je ne sais pas, la prise de rendez-vous, il y a des mairies qui m'ont dit que finalement, les usagers qui devaient prendre rendez-vous, c'est peut-être un système qu'ils vont conserver parce que ça permet de mieux organiser le service.
Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, toutes ces bonnes idées, soit je les pérennise après la crise, soit au moins, je sais qu'en cas de nouvelle crise, je peux les mettre en place et je rédige une procédure pour pouvoir le refaire. Évidemment, c'est aussi l'idée, c'est de non pas de juger ou de sanctionner, mais d'identifier les points négatifs pour pouvoir s'améliorer. Je pense que dans le stress et dans l'urgence, on n'a peut-être pas tous pris les décisions les plus judicieuses, ou en tout cas, on a subi des carences qu'on n'avait pas vues avant. Ça peut être des difficultés matérielles, des accès aux serveurs, des logiciels vieillissants, des dossiers papier intransportables. Bah, ça, autant se dire, bah oui, en fait, on s'est rendu compte que ça allait pas, il faut qu'on l'améliore. Ça peut être au niveau de la communication, se rendre compte qu'on n'a pas un canal unique de communication aux agents ou qu'on a communiqué de façon très dispersée, bah, comment on fera la prochaine fois. Ça peut être aussi au niveau managérial. Tout à l'heure, on parlait des agents qui peuvent être très isolés. On peut se rendre compte que le lien entre l'agent et le chef de service, il a été complètement distendu, que les agents confinés étaient isolés, qu'il y a des agents qui n'ont absolument pas accès à WhatsApp, Facebook ou Messenger et qu'en fait, il faut repenser aussi nos moyens de communication par rapport aux moyens des agents. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier les points négatifs et de les améliorer, sachant que tout ça, si on est vertueux, ben, on va l'utiliser pour venir amender le plan de continuité d'activité, ce qui fait qu'en cas de nouvelle crise, qu'elle soit sanitaire ou autre, ben, toutes ces bonnes idées, vous les retrouvez, quoi. Vous n'allez pas recommencer, on repartira sur des bonnes idées. L'idée aussi, c'est sur un aspect plus managérial, c'est aussi d'arriver à partager une vision globale de la crise. Et en fait, il y a des agents, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des agents qui ont été coupés de toute activité de la collectivité pendant 2 mois. Et d'autres, au contraire, qui ont par exemple travaillé tous les jours en présentiel. Et il y a un risque de clivage entre ces catégories d'agents. Et il y a aussi voilà, des gens qui ignorent complètement ce qui s'est passé pendant 2 mois, ce que la collectivité a fait, comment elle s'en est sortie, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager ce vécu des agents. Et ce qu'on propose, nous, c'est de recueillir effectivement le ressenti individuel de chacun et en fait d'exploiter tous ces ressentis individuels pour pouvoir construire un document qui soit partagé et un récit collectif de la crise pour la collectivité. Donc, au niveau des outils toujours, hein, puisque donc voilà, chaque fois le global est l'outil. Pour ce retour d'expérience en termes d'outils, on vous l'a dit, l'idée c'est bien de mettre à jour avec ce retour d'expérience votre plan de continuité d'activité. J'ai noté la notion de carnet de bord. Ça, effectivement, c'est une bonne pratique qu'on a repérée. L'idée, c'est de mettre dans votre PCA une trame vierge de ce qu'on appelle un carnet de bord. C'est-à-dire que si jamais une nouvelle crise s'annonce, quand l'agent il part, par exemple, en télétravail ou que vous dispersez les équipes selon leur situation, chacun a cette espèce de trame carnet de bord qui est un tableau. Hein. Et en fait, l'idée, c'est que chacun relève quotidiennement ce qu'il a fait, comment ça s'est passé, ce qu'il a organisé, de manière à ce que quand on va agréger tous ces éléments, on va pouvoir plus facilement retracer l'activité des services et les missions. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des fois, on a perdu complètement pendant 2 mois des infos et du lien. Au niveau de ces recueils de ressentis individuels et d'agrégation pour faire un récit collectif, on a plusieurs outils à vous proposer. Je pense que le temps a défilé, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous avais prévu des liens sur soit du tableau de synthèse brut, très simple pour juste synthétiser ça. Mais après, on a aussi des techniques d'animation en petits groupes qui peuvent être un peu plus conviviales et venir aider à travailler sur ce récit collectif. Mais je pense qu'on n'a plus le temps. C'est pas facile, une demi-heure. Pour terminer, comme on vous l'avait dit en introduction, on a préparé sur la dernière diapo des ressources. Il y a un guide national qui a été publié récemment, on l'a mis en ligne. Et surtout, là, sur ce deuxième lien, plateforme de ressources partagées, vous avez vraiment un accès c'est le CDG du Rhône qui a partagé en fait un recueil d'outils. Donc, vous avez différents modèles de plans de reprise d'activité, vous avez différents modèles de trames de réaccueil, vous avez vraiment beaucoup de ressources, n'hésitez pas à aller y piocher. Ensuite, vous avez évidemment les sites des CDG qui ont mis à jour en fonction du plan de reprise d'activité. Et on vous a remis aussi les sites plus nationaux du ministère du Travail, Santé publique France et l'INRS. Voilà, donc
C'est bon pour le partage, c'est terminé. Du coup, alors nous, on en a terminé pour notre présentation. Je suis désolée pour les approximations matérielles, mais c'est pas simple. Et également, en termes d'animation, c'est vrai que peut-être on parle vite. Et en plus, on vous voit pas. Donc, c'est pas simple sans la réaction des gens de savoir si ça prend ou si ça prend pas. Donc, on est à votre disposition maintenant. Mais c'était très bien, Cécile, c'était vraiment très bien. Et quant à la réaction, elle va arriver tout de suite, j'en suis sûr. Oui. Voilà, donc on va dire qu'on était déjà dans le bateau agile, hein, où c'était votre première, hein, donc vous avez dû faire preuve d'agilité malgré les petites secousses et la météo un peu agitée. C'est maintenant le temps d'échange, donc il y a des outils effectivement qui n'ont pas été complètement présentés, juste un petit peu effleurés. Donc pour les participants, nous sommes nombreux. Donc, vous pouvez sur le chat soit demander à prendre la parole parce que vous souhaitez qu'on revienne sur l'un des éléments, soit poser votre question. J'imagine que certains d'entre vous ont des micros, d'autres n'ont peut-être pas des micros opérationnels. Donc, n'hésitez pas à, sur le chat, dire « je n'ai pas de micro », vous posez votre question et moi, je relaye votre question. Voilà, donc il faut que quelqu'un se lance pour un petit peu démarrer la dynamique. N'hésitez pas à le faire. Et peut-être aussi pour témoigner, hein, parce que là, bon, ben, on vous donne des outils pour la reprise d'activité, mais peut-être que témoigner aussi de ce que vous, en tant qu'acteur, vous avez pu vivre. Donc, Laurence Pouillot veut bien prendre la parole. Merci, Laurence. Je te la donne. Oui, bonjour à tous, à ceux qui ne l'avaient pas salué. Donc merci pour toute cette manne d'informations. Le premier ressenti que j'ai, c'est que dans des petites collectivités comme les nôtres, tout ça, c'est pas applicable, en tout cas tout de suite, dans la mesure où nous, on a déjà repris depuis pratiquement 10 jours. La préparation des écoles a été un travail énorme et l'idée, par exemple, quand je l'ai vu de l'entretien individuel des agents est irréalisable quand on sait que, quand j'ai vu la trame, il faut passer au moins 20 minutes par agent et que ces agents en ce moment sont mobilisés sur les urgences. Donc ça, je pense que c'est un document qui est un peu comme le document unique, va pouvoir être fait, j'allais dire, dans les 15 jours à venir, si tant est qu'on arrive à émerger, parce que eh bien on a les élections municipales et le vote du budget qui se profilent, et que voilà, c'est malgré tout des outils qui sont un petit peu lourds. Alors effectivement, quand il sera mis en place et qu'il sera effectif, pour une prochaine crise, on sera sûrement très au top. Dans la crise actuelle, pour le moment, c'est intéressant. J'entends, mais je suis pas sûre de pouvoir l'appliquer immédiatement à l'instant T. Voilà mon ressenti. Bien sûr. Après, effectivement, on a conscience de ça. D'abord, on a conscience du calendrier. On travaille le plan de reprise d'activité alors que le déconfinement, c'était le 11 mai. Effectivement, on s'est adapté. Voilà, chacun a des contraintes et voilà. Pour les petites collectivités, il y a des ajustements, évidemment. L'outil, il peut sembler lourd, mais nous, l'idée, c'est qu'il est libre. Donc, après, supprimer des colonnes, simplifier, enlever des niveaux de priorité, décider que finalement, c'est juste un document Word, il n'y a pas de modèle, ce qu'on disait. Et on entend aussi l'impératif de dire, en fait, on n'a pas le temps parce qu'il a fallu rouvrir les écoles. Et ça, clairement, on l'a identifié, que la réouverture des écoles, elle a complètement accéléré le calendrier et que c'était très compliqué pour les communes, notamment celles qui ont toujours la gestion des écoles, de gérer ces questions-là. Après, sur la trame d'entretien individuel, j'ai envie de dire, conservez-la pour plus tard si vous voulez, simplifiez-la si vous voulez. Et de toute façon, c'est des questionnements qui auront toujours un intérêt, même si vous les menez que dans un mois avec vos agents. Et peut-être aussi que vous ajouterez d'autres questions sur comment ça s'est passé la reprise de l'école pour vos agents des écoles, par exemple. Ça peut être intéressant de les interroger sur leur ressenti 15 jours après la reprise de l'école ou un mois. Mais on est conscient de la réalité des choses et on laisse aussi le choix dans l'outil pour que ça soit adapté.
Oui, d'autant plus que souvent dans les petites collectivités, on a été confronté à l'impossibilité du télétravail pour une raison simple, c'est que nos logiciels, qui pour beaucoup de communes sont à la tech, n'étaient pas accessibles au télétravail. Et donc, autant dans les grandes collectivités, j'entends que beaucoup sont encore en télétravail. Nous, ça n'a pas été possible. On a fait quelques travails à distance, mais c'était assez mineur par rapport au reste des activités principales. Anne-Hélène Gilbert, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bonjour à tous. Bonjour, merci Florence de me laisser la parole. Je voulais juste témoigner auprès de la collègue de Châtelat, parce que nous travaillons également avec les logiciels de la tech. Alors, je ne sais pas du tout comment a fait notre service informatique, mais le fait est que nous avons pu accéder à ces deux logiciels, donc RH et comptabilité, en télétravail. Donc peut-être que je peux vous donner ces coordonnées pour que peut-être pour une prochaine fois, si ça peut vous intéresser, voir comment ils ont fait de leur côté. Après, je voulais également témoigner sur la façon dont nous, on a travaillé à Saint-Junien. Donc, moi, je travaille à la communauté de communes Porte-Océane du Limousin et mairie de Saint-Junien. Pour vous dire que, alors, je suis un petit peu contente parce qu'on a fait plein de choses un peu d'instinct sur ce que vous nous avez montré aujourd'hui. Donc, c'est vrai que, voilà, on l'a fait un petit peu au fur et à mesure et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un cadre et de vraiment de pouvoir poser un peu plus les choses. Mais on a fait pas mal de choses un petit peu instinctivement. Voilà. Merci Anne-Hélène. Alors, je vois une question qui nous arrive de Delphine Bouzogne. Est-ce qu'il faut prendre un arrêté du maire pour le plan de reprise? C'est pas aujourd'hui, c'est pas imposé du tout la forme du plan de reprise d'activité. D'ailleurs, le PRA non plus, hein, mais du coup, effectivement, ça c'est libre à la collectivité. Moi, je pense quand même que ça mérite un partage peut-être même avec l'assemblée délibérante quand elle peut se réunir, etc. Mais non, aujourd'hui, il n'y a pas de formalisme qui est attendu, donc c'est pas forcément un arrêté. De toute façon, nous, on a interrogé, alors après, ça dépend des préfectures, hein, Marie-Noël a interrogé les services de la préfecture, justement, on s'est interrogé aussi en leur demandant est-ce qu'il faut vous transmettre au contrôle de légalité, les PRA, etc. Et la préfecture a dit que la préfecture de la Creuse nous a répondu que non, ils ne demandaient pas le document et que on voyait avec les collectivités directement, mais que ça passait pas au contrôle de légalité. Donc, c'est pas un acte. Autant ils ont été demandeurs, en tout cas localement chez nous, je ne sais pas comment ça s'est passé sur vos territoires Corrèze et Haute-Vienne, mais en tout cas en Creuse, la préfecture a été demandeuse d'un certain nombre de PCA, c'est-à-dire qu'elle a sollicité certaines collectivités pour une transmission de leur plan de continuité d'activité, mais par contre, elle n'a pas fait la même demande, en tout cas pas à ma connaissance, et de fait, ils ont eu à la question que j'avais posée effectivement sur la transmission pour le PRA, la réponse a été pas besoin, quoi. En gros, l'idée, c'est que c'est une validation en interne, qu'il faut faire le lien effectivement avec le CHSCT pour avoir un avis, en tout cas, sur la partie prévention des risques professionnels. Voilà, mais ça s'est arrêté à ces champs-là de nos instances paritaires, quoi. Voilà, donc la parole est aux participants. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Comme l'ont fait les collègues, hein, les témoignages sont intéressants aussi, de savoir un petit peu comment chacun s'est débrouillé sur cette période inattendue. Il n'y a pas tout de suite de demande. Peut-être que tu peux nous lire juste, Cécile, les questions. Ah, je vois Virginie Joubert veut bien prendre la parole, mais qui n'a pas de caméra. Ben, pas de problème. Vous activez votre micro et on va vous entendre. Merci. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas de caméra, mais si je la branche, je n'entends plus rien. Donc, ce sur quoi je voulais intervenir par rapport à la première intervention de la collègue qui parlait effectivement de cette manne de documents et de guides qui peuvent paraître effectivement lourds à pouvoir compléter dans une période où le quotidien est à gérer
en priorité. Mais je pense que ces documents sont bien des guides, c'est-à-dire qu'ils permettent effectivement de formaliser, de réfléchir, de poser la réflexion. Alors, j'ai découvert du coup les guides établis par le CDG au début du mois de mai. Le son est faible. Ah, je vais essayer de me rapprocher peut-être. Est-ce que là, ça va mieux? Donc, ils ont été édités sur le site du centre de gestion début mai. On avait engagé une réflexion sur justement ce plan de reprise d'activité. Alors, sur les 45 agents que nous avons en activité avec le confinement, plus de 38 ont été maintenus, que ce soit donc en télétravail, sur des temps de travail qui peuvent être partiels, donc en présentiel partiel et le reste du temps en ASA. Et ce qui fait qu'effectivement, quand on a abordé la question de la reprise d'activité, on s'est aperçu que finalement, elle concernait peu d'agents dans le fait de les reconnecter avec le travail de la collectivité. La situation d'agents qui auraient été exclus pendant 2 mois de la vie de la collectivité, a priori, elle n'est pas établie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si effectivement, c'est quand on ouvre les tableaux Excel et ils inondent complètement nos petits écrans d'ordinateur portable en télétravail, oui, ils sont adaptables. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est un guide qui ouvre le chemin, qui montre la direction, la réflexion à prendre, et que rien que d'avoir cette réflexion, c'est déjà dans une prospective. Donc après, ils permettent aussi de bien encadrer, de formaliser, de permettre à chacun de s'approprier cette démarche. Je pense qu'il y a une notion qui est importante, en tout cas, moi, qui m'a rassurée quand j'ai ouvert le guide du CDG, c'est la notion de temps. C'est-à-dire que la reprise d'activité, le déconfinement, aurait pu laisser imaginer que dans les 3 semaines qui venaient, il fallait qu'on soit tous en reprise d'activité normale, peut-être une activité pleine et entière de la collectivité. Or, effectivement, de l'échelonner sur cette période jusqu'à l'été pour envisager le mois de septembre qui a ce caractère de rentrée et de remettre en œuvre un... Ça ne passe plus. Ah. Voilà, c'est revenu. C'est revenu. C'est jaune. Oui, alors peut-être que la collègue a quelques soucis sur si Cécile Roussel ou Marie-Noël Legendre, vous voulez reprendre? Oui, juste pour rebondir sur ce qu'elle disait, effectivement, nous, la réflexion, on se l'est posée plutôt comme une méthode d'accompagnement pour vous. Essayer de vous guider un peu sur les grands concepts que sont pour nous, qu'est-ce qui faisait sens pour nous et quelles étaient les grandes étapes finalement intéressantes sur essayer de mettre en place pour la reprise. Et effectivement, l'idée, en fait, si on la résume, c'est de faire l'état des lieux de qu'est-ce qu'on a besoin de relancer, et dans quel délai est-ce qu'on a besoin de le relancer ou dans quel délai est-ce qu'on peut le relancer, de faire un bilan d'agents, c'est quoi notre effectif, quel est l'état de l'effectif aujourd'hui en termes de disponibilité, si on peut le projeter, c'est bien aussi parce que peut-être certains agents vont dire voilà, là tout de suite je peux pas, mais j'ai une solution pour la garde de mes enfants qui vont à l'école par exemple, pour à partir de dans 3 semaines, ou en tout cas d'avoir une vision un petit peu à moyen terme. Du coup, ça permet aussi peut-être de se dire ok, telle activité, si on la relance pas tout de suite, on pourra le faire bientôt, et de se dire aussi tel agent il a plus de mission, parce que c'est vrai qu'on l'a pas abordé ça, mais l'idée aussi de ce bilan, c'était de se dire on a des agents sur lesquels une partie parfois conséquente de leurs activités ne peut pas être exercée aujourd'hui. Comment est-ce que je réaffecte ces agents, comment est-ce que j'essaye de les réintégrer du coup dans la vie de la collectivité pour faire en sorte que ils reprennent aussi pied avec le collectif de travail, qui permettent aussi d'abonder dans les services où il y a des besoins aujourd'hui qui sont pas remplis en termes de personnel. Voilà, tout ce qui est équipement sportif, ce qui nécessite des agents pour les établissements qui sont aujourd'hui fermés, qui vont l'être encore quelques temps, ou tout ce qui est gestion, organisation, tout ce qui tourne autour des manifestations. Finalement, ces agents-là, il y a une partie de leur activité du coup qui n'existe plus pour l'instant. Et donc, comment est-ce qu'on peut les réutiliser? Voilà, c'est l'objectif un peu de ce PRA, c'est un peu de faire le bilan, finalement, et de se dire,
ok, bon bah voilà les difficultés, voilà les possibilités. Et du coup, bah avec tout ça, qu'est-ce que j'arrive à faire pour que la collectivité elle reprenne sa vie finalement la plus simple, la plus classique et la plus fluide possible, dans un délai le plus réduit possible, quoi. C'est un peu l'idée de prendre ce temps-là finalement de la réflexion pour gagner du temps derrière. C'est un peu aussi c'est l'objectif un peu de poser les choses, quoi. C'est de s'autoriser ce temps-là pour que derrière, on fluidifie les choses et puis qu'on ait aussi une bonne communication auprès de nos agents. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui, on l'a beaucoup vécu tous, à tous les niveaux, je pense, en termes de gestion RH notamment. Nous, on l'a bien vu passer, les difficultés, les changements statutaires sur cette période-là. En tout cas, on voit les effets que ça a eu, clairement, sur nous et sur les collectivités. Du coup, il faut essayer aussi de se dire, c'est bien du coup que les agents ils aient une bonne ligne aussi de conduite, c'est-à-dire qu'en gros, ils savent vers quoi ils vont en fait dans les semaines qui viennent, et du coup, l'outil PR1 peut permettre aussi de faciliter cette transmission-là, voilà, en termes d'échange avec les agents, quoi. Ouais. Et puis voilà, pour revenir, je l'ai dit, mais les outils, c'est que de l'outil. Je veux dire, le fond, c'est je me questionne, je m'interroge. Et après, la forme qu'on arrive à lui donner, elle est très aboutie ou pas. Il y a le CDG 19 qui a mis à disposition aussi une trame, qui est une trame qui est très différente, qui est une trame avec des questionnements, un document Word en fait avec une série de questionnements. C'est ce qu'on a voulu aussi essayer de reprendre un peu dans ce qu'on a appelé la checklist. Voilà. Donc après, chacun, effectivement, ce que j'ai dit en intro, prend le document qui lui va, qui est adapté à ce qu'il a comme temps et ce qu'il a comme taille de collectivité, service. On ne fait pas pareil quand on est 3 agents que quand effectivement on a des chefs de service, un comité de direction, etc. Donc c'est pour ça que nous on est, l'idée c'est vraiment pas d'avoir un discours culpabilisant, c'est de dire on fait comme on peut. On essaye de vous donner au maximum de choses pour vous faire gagner du temps et à vous inciter à un questionnement sur la reprise d'activité. Et surtout, on vous dit qu'il y a d'autres ressources, il y a plein de choses qui ont été publiées qui sont super intéressantes et on vous donne accès à ces ressources pour que vous puissiez prendre ce qui vous correspond et ce qui vous va le mieux en termes de méthode, quoi. Ok. Est-ce que peut-être, Cécile, tu voulais tout à l'heure présenter la grille d'entretien individuel, si tu as les quelques questions de ta grille, alors peut-être pas nous la montrer, juste nous la lire. On garde ton image comme ça, c'est plus vivant. Voilà, si on a partagé, voilà, quelles sont les bonnes questions quand on accueille à nouveau un agent dans les locaux, à quoi vous avez pensé de votre côté? Ouais. Je fais avec Marino. Ouais, je vais l'ouvrir parce que j'ai plus tout en tête dans la structure, mais dans la structuration. Excusez-moi, je vous posais une colle. Non, pas du tout. C'est que j'avais fait le lien, donc c'est pour éviter de faire des bêtises encore. Voilà. Donc oui, dans la trame, en fait, ce qu'on a mis, c'est que on a démarré en fait la trame d'entretien avec des petites consignes très simples sur l'accueil bienveillant, les conditions de l'entretien, etc. Les informations évidemment générales, rappeler qu'est-ce que vous faisiez pendant la période de confinement, si c'était du présentiel, du télétravail, etc. Et ensuite, on a proposé des questions très simples pour demander à l'agent comment est-ce qu'il se sent, comment ça s'est passé le confinement pour lui, comment est-ce qu'il envisage sa reprise, dans quel état il envisage un peu sa reprise. Est-ce que lui, il a aussi déjà défini ou déjà imaginé des tâches qui sont prioritaires au regard des échéances, du retard pris? Je veux dire, au niveau des services techniques, alors ça peut faire sourire, mais je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui l'ont vécu. On a eu beaucoup de questions sur les tontes et l'entretien de l'espace vert. Il y a eu beaucoup d'agents, en fait, que ça a inquiété cette histoire de dire mais pendant ce temps-là, les arbres poussent, le stade c'est n'importe quoi, les fleurs, etc. Donc, il y a aussi des gens qui vont vous donner ce niveau-là de tâches prioritaires et ça peut vous aider à réfléchir. On demande aussi à l'agent si il voit des difficultés pour la reprise, s'il a des craintes. Par exemple, c'est bien qu'il puisse dire moi ça m'inquiète parce qu'on est 4 dans le vestiaire il est minuscule et il n'y a pas de lavabo. Bon, j'invente évidemment, ça n'existe pas cette situation. Et puis on va aussi prendre le temps sur cet entretien individuel d'expliquer à l'agent l'organisation alternative
qui a été mise en place en son absence, éventuellement. Parce que si son travail a été fait par quelqu'un d'autre, a été confié à un collègue, les tâches ont été réparties différemment, ça peut être bien de le dire à l'agent pour qu'il n'y ait pas de surprise et qu'il sache ce qui s'est passé en son absence pour ceux qui ont été complètement sortis, parce qu'effectivement, on a beaucoup de collectivités, je rejoins la collègue de Chaptela, où il n'y a pas eu de télétravail. Il y a beaucoup de missions qui n'étaient pas télétravaillables. Et puis, c'est le moment aussi, on préconise, suite au déconfinement, si une réorganisation de poste de travail est poursuivie, d'expliquer la réorganisation. Bah, tu vois, à partir de maintenant, pour encore un mois, ça va se passer comme ça, on va plutôt te mettre sur telle mission, c'est un tel qui fera ça. Voilà, l'idée, c'est d'être dans un discours clair sur les missions. Et puis, évidemment, on a aussi préconisé sur la fin d'entretien de éventuellement voir avec l'agent pour proposer un accompagnement si nécessaire sur la reprise d'activité, quelqu'un qui se sentirait plus fragile, qui aurait besoin d'un tutorat ou voilà. Et puis également, on a gardé un temps de discussion sur l'éventualité d'un besoin du médecin de prévention, parce qu'on a des agents qui peuvent, on a des agents qui peuvent avoir besoin effectivement de voir le médecin de prévention. Et du coup, dans cette fiche, à l'issue, on vous propose en fait d'identifier les conséquences de la nouvelle organisation pour l'agent et tout de suite de réfléchir ah bah attends, si je lui fais faire ah oui, je le mets sur d'autres missions, du coup comme il faisait le gymnase et que le gymnase est fermé, je le mets au fleurissement, je dis n'importe quoi. Ah bah oui, mais du coup je pense qu'il faut que je lui modifie ses EPI, je vais le mettre avec un tel pour qu'il fasse un petit tutorat parce qu'il a jamais été au fleurissement, donc il faut quand même qu'il soit un petit peu formé par ses collègues. Voilà, l'idée, c'est on a pareil fait une espèce de petite checklist où derrière, vous dites, ah oui, tiens, il faut que je pense à ça, si je le change de mission, si je dois, je sais pas, lui fixer des nouveaux objectifs, etc. Donc, encore une fois, c'est un document qui est complet parce qu'on a voulu envisager plusieurs types d'activités de service, d'agents, de collectivités, mais il est simplifiable et modifiable. Il n'y a pas l'obligation de tout exploiter, quoi. Clairement, à chaque fois, vraiment, l'idée, c'est toujours dans cette volonté de se dire, bah, on essaye de faire quelque chose d'assez complet pour tout le monde, et puis après, que chacun aille s'approprier, exploite la partie qui l'intéresse, quoi. Et malgré tout, quand même, je voudrais dire qu'on a essayé quand même de construire le PRA quand même dans une vision petite collectivité. C'est-à-dire qu'on a essayé de se dire, alors petite collectivité, on est d'accord, on n'est pas sur 2-3 agents, mais on est plutôt sur une dizaine, quoi. Mais en tout cas, on s'est dit, ça nous semble exploitable pour une structure de moyenne taille, enfin, ce qui pour nous, chez nous, en Creuse, est moyenne taille, quoi. Oui, donc on va donner la parole à Laurence Pouillot, qui veut la reprendre, de Chaptela. Oui. Oui, juste pour tenter des propos qui peut-être avaient été pris comme il y a trop de travail à faire. Non, j'avais bien intégré que c'était une sorte de bibliothèque, mais effectivement, qui se heurtait à la réalité qui est que dans certaines collectivités, la reprise, elle a été non seulement très anticipée, mais surtout, elle a été à son des missions. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'aurais aimé que nous avancions tranquillement, étape par étape, ce qui aurait permis effectivement l'application de ce PRA. Mais sauf que nous, on se retrouve dans une collectivité où tout a repris à 100%. Et très peu de missions qui n'ont pas repris. Je veux dire, à part les aires de jeu et les locations de salles, moi, tous les services sont repris à 100%, y compris l'accueil du public. Donc, c'est cet écueil-là de se dire que tout est à faire à un instant T, tout le temps. Je n'ai pas de progressivité. Voilà, c'était ça. C'était l'absence de progressivité qui faisait que, mais j'entends bien que tous vos documents sont évidemment adaptables à des petites collectivités comme la mienne. Et je passe l'info à ma collègue de Saint-Junien. Je veux bien le numéro de son collègue pour que je puisse mettre en place éventuellement du télétravail avec la tech. Merci. Et du coup, pour compléter ce que vous disiez, je pense que pour vous, finalement, pour tous ceux, parce que vous n'êtes pas la seule à avoir, enfin, on en a des collectivités qui ont repris et qui n'ont jamais arrêté, enfin, on en a beaucoup, hein. Et du coup, finalement, dans la partie PRA, ce qui est important pour vous de la partie PRA, PRA, c'est vraiment la partie évaluation du risque, en fait, et mesures de prévention. C'est de se dire, voilà, mes agents, ils sont en activité, et de continuer à se poser la question, parce que vous l'êtes forcément déjà fait à un moment donné, mais
toujours d'être dans cette idée-là de réinterroger en fait le risque. Est-ce qu'il y a risque aujourd'hui ou pas dans les situations de travail qui sont celles de vos agents? Malgré tout, il y a aussi quand même notion de reprise, c'est-à-dire que il y a des choses qu'ils avaient peut-être du mal à faire avant, comme l'approvisionnement matériaux par exemple, ou livraison. Peut-être qu'il y a des choses qui avaient été mises en stand-by et qui redémarrent. Est-ce que dans ces activités-là, on a bien pensé aussi à gérer toutes les mesures de prévention associées? Vous voyez, il perdure en fait pour vous, je pense, surtout ce besoin-là. Et du coup, dans un second temps, si vous en avez le temps, c'est effectivement d'interroger les agents, de faire quand même malgré tout un peu cet entretien individuel-là, construire ce qu'on disait, construire l'histoire en fait de la crise pour votre collectivité, quoi. Pour voir un petit peu comment est-ce que tout ça a été vécu par vos agents et essayer de se générer un temps un peu collectif, ça me semble important aussi, d'une manière générale, pour la gestion des émotions des agents. Il y a aussi quelque chose qui est peut-être un peu plus, évidemment, qui est moins prégnant dans l'urgence. Je veux dire, on en a conscience. Et puis nous-mêmes, on est des citoyens de communes et de Comcom. Enfin, je veux dire, on sait très bien comment les urgences des services. Mais c'est vrai que c'est rigolo ce qu'elle met Virginie. C'est ça, Virginie, c'est la continuité augmentée. Exactement. Mais c'est vrai que nous, on trouve aussi que cette histoire de dire ressenti individuel, histoire collective, ça peut sembler un peu branchouille, mais c'est aussi juste de dire c'est une séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas su tout ce qui s'est passé. Et sincèrement, tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'agents et beaucoup d'élus qui peuvent en être super fiers parce qu'il y a quand même des collectivités qui ont tourné, enfin, il y a toutes les collectivités ont tourné malgré tout, les activités essentielles, la notion de service public, de continuité de l'action publique, je veux dire, elle a pris tout son sens. Et du coup, c'est vrai que cet élément-là, un petit peu de fierté aussi de l'organisation, de fierté des agents, même j'entends que là, c'est peut-être pas le bon moment et il y a peut-être pas le temps maintenant, mais en tout cas, ça peut être bien de se le garder en esprit pour dire, ouais, il y a un moment, on peut aussi être super fier parce que notre organisation, elle a maintenu le service, elle a proposé des choses aux usagers, elle a porté des choses aux personnes âgées, elle a nettoyé l'école comme il faut. Je veux dire, les initiatives des communes et des Comcom ou des établissements publics, ils sont super nombreux pour justement la protection des personnes les plus vulnérables, le maintien du lien social, etc. Je veux dire, entre les médiathèques qui ont organisé du drive de lit, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été mises en place et je pense que ça fait partie c'est des éléments aussi de fierté collective qui pourront être exploités, peut-être plus tard, hein, mais en tout cas qui pourront être exploités ensuite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres, parce qu'il y a quand même pas mal de représentants de différents types de collectivités, de syndicats, de communautés de communes, d'EHPAD, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres types de structures qui souhaiteraient témoigner de la façon dont ils ont vécu cette période, à la fois sur le début de la période et aujourd'hui sur la reprise d'activité? Alors, Florence, si vous voulez bien, un autre type de structure, le CNFPT, je voudrais juste rebondir. Mais bien sûr. Merci, Florence. Je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, qui me paraît excessivement important. Effectivement, le dévouement dont ont fait preuve les collectivités et leurs agents dans la période passée. Moi, je crois que c'est très important et que c'est l'occasion même, alors peut-être pas tout de suite, mais quand on pourra le faire dans de meilleures conditions. Je pense à la rentrée de septembre-octobre. De revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et sur la façon dont les collectivités ont réagi. Moi, ça fait longtemps que je réfléchis à un événement que le CNFPT Limousin pourrait organiser sur les différents métiers de la fonction publique territoriale et de l'action locale, les différents métiers qui, comme on le dit trop souvent, passent inaperçus au quotidien, mais enfin, c'est quand même les gens qui enlèvent nos poubelles, qui prennent soin de nos personnes âgées, etc., etc. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de le faire là, c'est-à-dire au travers d'un événement, de mettre en valeur ces différents métiers et de montrer comment, dans des circonstances assez dramatiques, ils ont su réagir. Alors, c'est une idée que j'ai en tête depuis quelque temps. Je vous le livre quasiment en direct. Mais sur laquelle j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Pourquoi pas avec les centres de gestion, par exemple, voilà, je le dis, le moment venu, présenter ces métiers à la fois sous l'angle du quotidien,
mais aussi sous l'angle d'un quotidien un peu particulier comme celui qu'on traverse depuis le mois de mars. Voilà, on aura l'occasion d'y réfléchir, d'y revenir, de finaliser tout ça, mais moi, je suis assez sensible à ce qui vient d'être dit par Cécile, je pense, c'est-à-dire une galerie de portraits qui, finalement, à partir du quotidien, sort vraiment de l'ordinaire. Hein. Et ça vaut le coup d'être souligné. Voilà, c'était juste une remarque pour rebondir sur ce qui avait été dit à l'instant. Merci, Monsieur Gévaudan. C'est vrai que nous avions une journée d'actualité qui était prévue le 12 mai sur le sens et valeurs du service public. Et suite à la crise, en fait, ça pourrait prendre une autre couleur en mettant en valeur effectivement tous les personnels qui se sont mobilisés et leur donner leur place. Donc, je vois que... Effectivement, c'est une autre façon de parler du service public. On est bien d'accord. Et Florence, elle sait à quel point j'étais fort mari de devoir abandonner cette journée que nous avions prévue. Alors, c'était toute la journée. On avait loué une très grande salle parce qu'on était persuadé que beaucoup de monde serait venu. C'était prévu pour le 12 mai. Et on avait vraiment un très, très beau plateau avec des universitaires, des DG qui s'étaient impliqués aussi dans cette affaire-là, dont certains, du reste, fréquentent assidûment, je l'ai remarqué, les rendez-vous de l'actualité territoriale. Enfin, et on voulait, oui, on peut se le dire, un peu célébrer le service public au travers de ses valeurs et de la façon dont il sait s'adapter au fil du temps. Et puis, bon, patatras, la situation nous a obligés à tout annuler, alors qu'on commençait à enregistrer des confirmations de participation d'universitaires, de fonctionnaires, etc. Bon, eh bien, c'est partie remise. Voilà ce que je me suis dit. Et en tout cas, vous m'avez parfaitement saisi, Florence. Je vois bien qu'on le reprenne de manière finalement assez modeste et assez simple, parce que les fonctionnaires territoriaux, je trouve, font partie de allez, pour employer un grand mot, ces héros du quotidien qui ont su le démontrer pendant la période. Voilà. Ok. Merci aux collègues qui se sont manifestés pour prendre la parole. Est-ce que Christine Tellet, vous avez un micro parce que vous nous faites une remarque qui est aussi intéressante. Le télétravail, ce n'est pas travailler pour certains, c'est synonyme de ne rien faire chez soi. Est-ce que vous avez un micro pour dire comment vous avez ressenti peut-être vos agents? Alors, peut-être pas, c'était peut-être juste une remarque et vous êtes en difficulté pour prendre la parole. Ou sinon, je vais la donner à Isabelle Delpech de la communauté de communes du Midi Corrézien qui veut bien témoigner. Isabelle? Oui. Vous m'entendez? Oui, j'entends Isabelle et puis après, on reviendra sur Christine. Oui, merci. Alors, nous, au niveau de la communauté de communes, on a la communauté de communes et le SIAS Midi Corrézien. Donc, nous avons mis en place du télétravail pour une majeure partie des agents à qui on pouvait le faire. Vous m'entendez bien là? Oui. Donc, du coup, nous avons des agents qui avaient du matériel professionnel que nous avons pu leur mettre à disposition, puis d'autres qui ont utilisé leur matériel personnel. Nous avons des agents, souvent les agents des services techniques, qui ont continué à intervenir puisqu'ils n'étaient pas en relation forcément avec du public. Et nous avons les services du SIAS qui sont des services auprès de personnes vulnérables. Nous avons un service de soins, un service de portage de repas à domicile également. Et ces agents-là, ont été en travail en continu et nous, c'est vrai qu'on peut les en remercier parce que le service public a bien été rendu, quoi. Malgré cette crise. Et puis, bien sûr, on a eu aussi, je pense comme toutes les collectivités, des agents en ASA, des agents en garde d'enfants également. Donc, voilà. Merci beaucoup, Christine, pour ce témoignage. Et Isabelle. Alors, Christine, oui, j'ai bien traduit. Donc, effectivement, il y avait des agents qui étaient mobilisés, mais il y a peut-être eu le sentiment pour certains que d'autres, alors peut-être parce qu'ils étaient aussi en difficulté d'être mobilisables, mais n'avaient pas tout à fait soit les moyens, soit la compréhension de ce qu'on attendait d'eux pendant cette période. Est-ce que d'autres personnes souhaitent peut-être témoigner sur ce sujet
sur des agents qui ont été difficilement mobilisables sur la période? Je ne sais pas si quelqu'un… Vous m'entendez? Oui, on t'entend, ouais. Cécile. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur cette histoire du télétravail et de… Bah, c'était juste pour préciser que c'est aussi évidemment comment dire, des écueils qu'on a pu constater au niveau des collectivités. Bon, je parle pour le département de la Creuse. Oui, le télétravail, ce qui est compliqué, c'est que pour beaucoup, il a été organisé dans l'urgence. Hop, je pars avec mon ordinateur sous le bras et maintenant je fais du télétravail. Du coup, effectivement, on a pu passer à côté de comment ça s'organise vraiment le télétravail, comment on fixe des objectifs. Parce que effectivement, souvent, quand on passe à du travail à distance, on adapte complètement en fait le management et la façon de demander le travail. On travaille par objectif, on doit s'astreindre à des points très réguliers. Donc effectivement, c'est possible qu'il y ait eu soit une perception, soit la réalité d'un travail bien inférieur à ce qu'on peut produire d'habitude. Après, il y a aussi faut aussi se rendre compte que on n'est pas tous égaux face à ça et qu'il y a des gens pour qui très naturellement travailler chez soi c'est assez facile. Il y a d'autres catégories ou d'autres agents pour lesquels c'est vraiment une difficulté et qui étaient perdus face à un océan d'autonomie et un environnement complètement différent, avec en plus parfois des ASA télétravail mixés avec de la garde d'enfants. Et donc, ça sera mon témoignage. Télétravailler avec 2 enfants en bas âge, c'est compliqué quand même. Donc, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des facteurs qui expliquent pourquoi la performance de l'agent, elle était moindre. Et puis après aussi, tout simplement, le télétravail tel qu'on l'entendait avant la crise et qui s'organise, il y a des chartes, il y a des règlements, il y a des objectifs et ça peut peut-être expliquer qu'effectivement vous ayez constaté ça, Madame Tellet. Dans cette phase typiquement de PRA, de préparation de la reprise, on sait que le télétravail, c'est même dit clairement que le télétravail doit être maintenu en partie au moins pour tout un tas de raisons, mais en tout cas pour gérer les problématiques de Covid qui perdurent. Et du coup, pour moi, c'est un bon moment aussi là de se poser, de se dire, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné en matière de télétravail pour chacun, et du coup d'essayer de s'améliorer en fait là-dessus, parce qu'il peut y avoir effectivement une difficulté, tout bêtement, mais d'organisation terrain, c'est-à-dire que chez soi, on n'a pas l'espace, on n'a pas, bref, le télétravail, en fait, il y a un minima de conditions à avoir que parfois on n'avait pas et que certains agents n'avaient pas, alors même qu'on leur a demandé de faire du télétravail. Ce qui pour nous d'ailleurs n'est pas du télétravail. C'est-à-dire que avec mon collègue psychologue du travail, nous on évoque plutôt la notion de télétravail subi. C'est-à-dire qu'en fait, on a subi cette stratégie-là d'organisation du travail parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Maintenant, on a l'option, c'est un peu plus facile, entre guillemets, de se poser et de se dire, ok, si on maintient du télétravail partiel, c'est-à-dire espace 2 jours par semaine, par exemple, pour faciliter diminuer la présence d'agents dans la collectivité, donc permet la gestion plus facile des gestes barrières, des mesures barrières, etc., de la distanciation sociale. Du coup, comment est-ce qu'on le met en œuvre, quoi? C'est-à-dire qu'il faut pas juste dire on maintient du télétravail, il faut avoir un regard sur les conditions de réalisation du télétravail, parce qu'à partir d'aujourd'hui, on doit pouvoir faire un peu différemment et un peu mieux potentiellement, et en termes de suivi, d'objectifs, comment est-ce que je fais pour faciliter le quotidien de travail de l'agent. Alors du coup, maintenant, il repasse au bureau, donc il peut aussi emmener des dossiers, etc. Sectoriser ses missions entre ce qui est facile à faire depuis chez soi et ce qui est vraiment indispensable à faire à la maison. Voilà, donc du coup, il y a ce regard-là pour moi à avoir aujourd'hui pour se dire, est-ce que je peux maintenir ou pas mon agent en télétravail partiel, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'il a les conditions pour faire ça chez lui? Et effectivement, ceux qui ne l'ont pas, on ne va pas maintenir du télétravail. Marie-Noël, oui, nous avons 2 compléments d'information. Donc, effectivement, Christine Tellet nous dit, et on s'est surtout heurté à la méconnaissance du télétravail par nos élus. Oui, bien sûr.
C'est vrai que dans cette période de crise qui n'était pas anticipée, finalement, voilà, ce passage a été forcé et n'a pas pu être partagé et avec une bonne compréhension de tous. Et Virginie nous fait la remarque, effectivement, sur cette période de crise, on parle de travail à distance ou de télétravail, parce qu'on aurait tendance à transposer ce que devrait être le télétravail en période normale, qui est normé, qui est organisé, avec ce que beaucoup d'agents ont dû connaître en position administrative sur la période, qui est du travail à distance, on va dire, en gestion de crise. Donc, elle nous dit les mots sont importants. Le télétravail, comme c'est écrit plus haut, est souvent mal perçu. C'est pour ça que c'est une démarche complète et non une situation imposée comme nous l'avons connue. C'est tout l'enjeu du retour d'expérience, quoi. C'est de dire si ça a fonctionné et qu'on doit le pérenniser ou le faire perdurer, qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on arrête, quel service ça peut pas fonctionner. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être sur le retour d'expérience. Mais Virginie a raison, télétravail ou travail à distance. En fait, on a dit télétravail pour aller vite. On a aussi à un moment un peu nous communiqué sur travail à distance parce qu'on attendait un décret sur le télétravail Covid, donc qui est sorti là il y a quelques jours. Donc effectivement, c'est la sémantique, c'est pas la même chose. Le télétravail, c'est une démarche globale qui est organisée, qui est réglementée, qui est encadrée, et surtout le manager, il sait derrière comment il peut mieux encadrer et demander et vérifier, évidemment, contrôler le travail, parce qu'en réalité, ça a été pensé en amont, ce qui n'a pas été le cas, et Madame Tellet a raison, c'est aussi parfois une méconnaissance des élus, avec une idée un peu fausse du télétravail avec des horaires cool en pyjama la journée, et on va chercher les enfants en même temps, ce qui n'est pas le télétravail, j'allais dire réglementaire, c'est pas ça du tout. Alors, pour un point, si vous me le permettez, là-dessus, d'abord, je vous signale que nous avons programmé une séance qui doit intervenir, sauf erreur de ma part, le 27 mai matin, sur le cadre juridique du télétravail, mais en tenant compte évidemment du nouveau décret du 5 mai dernier, que vient de se signaler Cécile à l'instant. Donc le décret qui, en d'autres termes, si j'ose dire, crée une possibilité de télétravail ponctuel, comme on dit. Puisqu'effectivement, la nature même, on peut se demander si la nature même du télétravail, celle qu'on présente ici, mais il me semble parfois un peu idéalisée, c'est-à-dire préparer, organiser, penser, organiser jusque dans l'ergonomie, etc., des agents qui pratiquent le télétravail. Ça, écoutez, j'aimerais bien que ça soit comme ça, parce que le télétravail est finalement déjà ancien. Ça fait combien maintenant? 3 ans que le texte est sorti et le permet. J'aimerais bien que ça soit comme ça dans la réalité et pas simplement dans le texte, du reste. Mais enfin, bon, c'est une autre affaire. Et donc, voilà, c'est important de refaire le point sur aujourd'hui ce que signifie le télétravail dans les textes avec l'apport du décret du 5 mai. Donc, on a programmé cette séance-là. Et puis, je dois dire que je suis frappé de voir combien ce Covid nous a coupé l'herbe sous le pied, puisque Florence sait très bien qu'on avait prévu aussi de longue date une séance sur les nouvelles formes de travail, une journée d'actualité, on l'avait intitulée comme ça, on s'était même risqué à dire « Est-ce la fin du bureau ?» point d'interrogation, avec évidemment le télétravail au centre de cette journée, pour montrer comment les pratiques de travail évoluaient, les risques que ça pouvait comporter, etc. Et évidemment, si vous lisez la presse quotidienne en ce moment, il y a un florilège d'articles sur le télétravail. Et je vous signale juste celui qui est paru dans le Figaro hier, qui est signé par Julia de Funès, qui est une psychologue et sociologue qui s'intéresse énormément aux problématiques de travail, que je vous recommande tout particulièrement sur le télétravail. C'est pas la première fois qu'elle écrit des choses sur le sujet, mais en l'occurrence, je crois que son article s'intitule quelque chose comme « Le télétravail doit rester une liberté pour les travailleurs ». Et ça reprend bien la problématique que vous évoquez, c'est-à-dire télétravail souhaité, organisé ou subi, organisé dans la précipitation parfois, avec de mauvais matériel, de mauvaises connexions, etc. Mais enfin, bon, il paraît qu'il y a eu urgence quand même là. Alors, pour compléter ce que vient de dire Thierry Gévaudan, c'est vrai que
au CNFPT, nous nous sommes posé la question aussi de la remobilisation des équipes pendant cette période de reprise progressive. Et nous avons l'un de nos intervenants, Benjamin Dreux, pour celles et ceux qui le connaissent, hein, qui est un intervenant sur toutes les problématiques de RPS et de management, qui va nous proposer, pas la semaine prochaine, mais sans doute la semaine d'après aussi, une séance sur ce même format, sur la mobilisation des équipes ou la remobilisation des équipes. On va trouver le terme qui est le mieux employé sur la période de reprise d'activité. Il y aura aussi, alors là, on le fera peut-être sur plus de 2 heures, une ou deux séances. Je suis en train de voir avec le formateur qui s'appelle Emmanuel Hervé-Seyé, que vous avez peut-être vu dans vos collectivités. Il fait des intras sur tout ce qui est management et accompagnement des agents aussi, sur tout ce qui est communication professionnelle, qui va proposer un format pour que les agents puissent justement reprendre leur activité, se poser les bonnes questions, un petit peu comme viennent de nous le proposer les collègues du centre de gestion sur un peu prendre du recul, faire le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché au titre de l'organisation, faire son propre bilan, soit être aidé pour faire son propre bilan, soit de ce qu'on a vécu, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et comment se remettre dans la dynamique. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques ou d'autres idées de ce qui pourrait être utile dans vos collectivités, auprès des équipes. Donc, ça va bientôt toucher à sa fin. De toute façon, hein, nous arrivons à 4h30. Est-ce que Cécile ou Marie-Noël, vous voulez reprendre la main? Du coup, si je rebondis un petit peu sur ce qui vient d'être dit, en tout cas pour nous, effectivement, on va être vigilant sur les mois et puis même les années sûrement qui vont suivre, parce qu'on sait que voilà, les impacts vont être sur du moyen voire du long terme, hein, sur les collectivités, sur les collectifs de travail. Donc clairement, ça veut dire que nous aujourd'hui là, on réfléchit aussi à se projeter sur comment est-ce qu'on réorganise un petit peu les missions qu'on proposait jusque-là, comment est-ce qu'on peut accompagner les agents et les collectifs de travail qui vont être en difficulté sur la reprise, enfin voilà, et faire au mieux pour faciliter ce retour au travail de tous, quoi. On sait que ça a été une période, enfin voilà, pour tout le monde, compliquée, et on voudrait essayer de faire évoluer un petit peu ce qu'on est en capacité de proposer et de faire pour que ça y ait plus de fluidité pour les collectivités dans ce retour-là au travail, quoi. Voilà. Florence, je crois que tu t'es passé dans le fil de discussion. Le support, c'est toi qui vas l'envoyer à tout le monde, du coup? Oui, donc je vais récupérer votre support. Donc, si j'ai bien compris, vous avez des liens actifs, hein, c'est ça, qui renvoient sur le site du centre de gestion. Voilà, je vais te remettre les liens bien propres vers le site et tous les documents sont en accès libre. Et on vous mettra aussi les liens vers le site du CDG 19 qui intervient demain sur le même sujet et qui a aussi proposé, qui a le même support que nous, hein. On a travaillé évidemment tous les trois CDG, mais du coup, ils ont aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, un document avec une série de questionnements sur le PRA. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut avoir un petit mot avant qu'on se quitte? Vous posez une question, alors même si c'est une question qui sort un peu du cadre, hein, par rapport aux formations, par rapport à vos relations avec les centres de gestion, bien sûr, il reste vos interlocuteurs privilégiés, hein, pour tous les adhérents dans vos départements sur toutes les questions qui les concernent et sur lesquelles les centres de gestion peuvent vous apporter appui. Nous, c'est dans le cadre du partenariat avec le CNFPT, ça permettait de faire une logistique pour vous réunir à plusieurs et permettre ce format-là. Je ne vois pas de questions arriver.
Est-ce que tout le monde est connecté? Moi, j'ai l'impression que tout le monde est déconnecté, là. C'est l'angoisse. Dites-moi si vous entendez. C'est dur ce format d'animation. Vraiment, c'est une expérience unique parce qu'en fait, on a 0 réaction. Donc, on enchaîne et c'est assez surprenant. Ah, voilà, Virginie, pas d'angoisse, on est là. Bon, super. Merci, Virginie. Oui, tout le monde est là. Super. Bon, très bien. Donc, en tout cas, moi, je tenais à vous remercier pour votre attention. Et puis, vous verrez arriver les prochaines dates. Pour le moment, le CNFPT ne reprend pas ces formations. On vous voit et on vous entend bien. Bon, tout va bien alors. Donc, le CNFPT ne reprend pas en présentiel. Donc, dans la période, nous, on va essayer de vous proposer sur des formats à distance. Vous pouvez réagir aussi sur cet outil Jitsi. Nous dire là avant de partir, est-ce que vous trouvez que est-ce que ça s'est bien passé pour vous de vous connecter? Est-ce que vous avez trouvé ça assez simple sur la connexion? Parce que c'est ce qu'on va utiliser pour le moment pour vous réunir. Et on essaie de faire des petits formats, de ne pas dépasser les 30 participants. C'est vrai que selon les sujets, je vois que certains disent que l'outil est très bien. Bon, tant mieux, ça nous incite à poursuivre avec cet outil. Et lorsque je vous parlais tout à l'heure de séances que nous sommes en train de travailler sur la mobilisation des équipes par rapport pour les encadrants et plus la remobilisation de soi-même et de faire un peu un feedback sur ce qu'on a vécu, on sera sur des tout petits groupes et il n'y aura pas d'enregistrement, je tiens à le préciser. Ce sera un petit peu le format petit groupe comme on le fait en présentiel en utilisant ce que je vous avais montré, les 4 petits carrés de mosaïque qui permettront en fait à tous les agents de se voir et à pouvoir justement lâcher sur leur vécu en étant en toute sécurité de petits groupes qui se garantit la confidentialité de ce qu'il entend des uns et des autres. Donc, on procédera de cette façon-là aussi bien pour les encadrants que pour les agents sur les 2 thématiques dont je vous ai parlé. C'est quand ça? Alors, je suis en train de caler les dates avec les formateurs. On va dire que ce ne sera pas la semaine prochaine parce qu'elle est un peu atypique avec le jeudi de l'Ascension. Donc, ce sera soit la semaine d'après, la semaine 22 ou la semaine 23. Ça va être proposé prochainement. Et c'est vrai que si on voit que ça a du succès, on n'hésitera pas à faire plusieurs sessions pour que les petits groupes, pour garder le format petit groupe et que justement ce soit dans de bonnes conditions et que beaucoup d'agents puissent y participer si ça intéresse. C'est une excellente initiative et je l'appuie complètement et je partage l'avis de Florence. Il faudra multiplier ces groupes si ça fonctionne bien. Ça me paraît une très très bonne chose. Et je vous invite, comme elle vient de le faire à l'instant, à suivre de près l'envoi des mails que nous réalisons actuellement en direction des DRH, des services formation, des directions des collectivités, dans lesquels vous allez retrouver le programme des rendez-vous de l'actualité territoriale en Limousin pour les prochaines semaines. Vous allez voir, c'est assez dense. Il y a des rendez-vous quasiment tous les jours et assez souvent plusieurs fois par jour. Donc, sur des thèmes qui peuvent, je l'espère, vous intéresser, comme celui que nous avons traité c'est pas avec le soutien, c'est à l'initiative des centres de gestion et du centre de gestion de la Creuse en particulier cet après-midi. Merci Thierry pour cette précision. Voilà. Juste pour dire par rapport, Florence, excuse-moi, à Jitsi. Oui. Nous, on l'utilise. Jitsi, c'est bien, franchement, en plus, c'est du libre, donc c'est chouette, c'est très bien. Juste, par contre, je ne sais pas vous, mais bon, évidemment, il fonctionne sur Chrome. Mais moi, je trouve que quand on est intervenant sur le partage de documents, c'est un peu chaud quand même. Voilà, c'est mon ressenti. On ne peut pas prendre la main, par exemple. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là d'être pas trop loin l'une de l'autre. C'est en fait, on ne peut pas prendre la main sur l'écran partagé pour les animateurs. Bon. Voilà. D'accord. Du coup, c'est peut-être ça possible sur d'autres outils, quoi. C'est peut-être sa limite, à Zoom. Ben non, tiens, lapsus. Non, on n'utilise pas Zoom, justement. Non, mais c'est vrai, mais c'est une discussion
sans fin, cette histoire-là. On en a testé beaucoup. Ah oui. Et en fait, à un moment donné, il faut choisir un angle d'attaque. Ce qu'on a retenu, c'est l'insimplicité pour les utilisateurs. Alors nous, ça nous crée des limites, etc., parce qu'il y en a qui sont plus puissants, mais d'aussi simple et d'aussi stable aussi pour les utilisateurs, on n'en a pas trouvé. Hein. Et d'aussi gratuit. Voilà, et gratuit. Donc, rien à installer, gratuit, on clique et hop, on se retrouve. Il vous faut juste le nom de la réunion. Et, non, mais c'est bien. Et ça, on l'envoie la veille à toutes les personnes qui se sont inscrites. Voilà. Et c'est ça qu'on privilégie. C'est le côté simple pour les utilisateurs, c'est-à-dire les agents des collectivités, bien entendu. OK. Merci à nos intervenantes, merci aux participants. Et puis, on vous dit à très bientôt sur d'autres occasions. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Continuez à être prudents. Prenez soin de vous. Oui. Au revoir. Au revoir.